j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. T'as une page Wikipédia, il y en a pas tout le monde qu'en a dans ceux que j'ai invités. Et ton truc de page Wikipédia, je vais juste lire le début. Enfin, la description. Je savais même pas que j'avais une page Wikipédia. Non mais tu vas voir, c'est ouf. Elle est la sœur de l'acteur Ramzy Bedia. Elle obtient un bac L avec mention à l'âge de 16 ans. Joueuse au PSG féminin, elle met un terme à cette carrière après le refus de sa mère qu'elle parte jouer à Cleveland. Elle travaille alors avec la rappeuse Diams, chargée de l'habillage et du stylisme. Cette dernière lui met également le pied à l'étrier, lui permettant de monter sur scène. Devenue humoriste, Melha s'amuse sur scène sur son poids ou encore sur sa virginité. Et wow, franchement, t'as eu 12 vies, quoi. Bah, déjà, j'ai eu 12 vies, apparemment. Bah, franchement... Après, tout est vrai, hein. C'est ça qui m'inquiète. Bah oui, c'est-à-dire qu'on dirait un faux pitch d'un téléfilm d'M6, tu vois. C'est ça. Mais non, ça n'existe pas, c'est pas vrai. C'est ouf, quand même. Et alors, du coup, il manque que Zidane, à mon avis, dans ce truc. Regarde, je te montre. Zidane, mais je connais ton fond d'écran. Genre, je sais que t'as Zidane, on va en parler à la fin, je pense, parce qu'il y a un triptyque sur Zidane à faire. On en a parlé avec Roman et avec Charles. Putain, ouais, mais du coup, dans tout ce que j'ai cité là, parce que j'ai envie de parler de tout, et il y a des sujets un peu d'autres que j'ai envie de parler, mais t'as envie de parler de quoi au début là-dessus? Parce qu'il y a forcément des trucs là, joueuse du PSG féminin. Diams, genre t'as fait les premières parties de Diams au Printemps de Bourges, une de tes premières scènes chez moi. J'habitais à Bourges, moi. Ouais, j'ai adoré. Alors je connaissais pas tous ces délires un peu de festival et tout. Je connaissais Solidays et dans ma tête Solidays c'était tous mes potes que j'avais en littéraire qui allaient tous s'asseoir en tailleur sur la pelouse vers l'hippodrome et qui allaient rouler des clubs. Tu vois, je pensais que c'était un truc un peu de littéraire, d'intermittent. Tu vois, je connaissais pas trop ce délire. Alors encore moins la scène et les tournées. Tu vois, c'était vraiment, j'étais vierge de tout ça, malheureusement, sans faire de jeu de mots. Et ouais, j'ai commencé c'était 12 000 personnes. Et je me rappelle, j'avais une écharpe. Et j'ai vomi dans l'écharpe. Sur scène ? Sur scène, avant de rentrer. Et il y a Diams, loin, qui m'a dit « L'écharpe !» Et j'ai enlevé l'écharpe, je l'ai jetée avec des bouts de vomi. Ouais, je suis pas arrivé en Kate Moss dans le game, hein, je te jure. Je suis arrivé en Maïté. Hein, Mais c'était le stress. Ouais. Mais t'as commencé, ta première scène c'est 12 000. Non, la première scène c'était à Angers au Shabada. Ok. On avait fait une résidence d'une semaine, on avait commencé par des moyennes salles. Et moi c'était la première fois que je mettais un pied sur scène. Sinon j'avais joué à Bois-Colombes, on avait fait une pièce de théâtre à la fin. Enfin tu vois, c'était pas... Mais la deuxième, troisième scène c'est dans 12 000. C'était 12 000 personnes au Printemps de Bourges. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? T'as le micro ? J'ai le micro et je me dis waouh, je vois tous ces gens, je me dis mais ils vont jamais m'entendre. Déjà en teubé, tu sais j'avais 17 piges, je me suis dit mais attends, comment ils vont m'entendre ? 17 piges. Et j'ai un peu galéré. En même temps, je commençais un peu à kiffer. À la 5e ou 6e scène, je me suis dit, je crois que j'aime bien ça, mais je voulais pas trop me l'avouer, tu vois. Ok. Et en première partie de Diam, c'est étonnant aussi. Elle voulait de l'humour en première partie ? Ouais, et puis ça s'est fait très naturellement. Déjà, elle voulait être un peu. Elle a toujours été dans un délire où elle voulait pas faire comme les autres rappeurs, tu vois. Ouais. Et elle se dit, tiens, c'est con, on était 3 à faire les premières parties. Okay. Il y avait Ben l'Oncle Saul, Irma. Et moi. Et moi, je réintervenais pendant le show parce que j'étais sa styliste et son habilleuse. Et j'aime bien à chaque fois préciser que j'ai été sa styliste, mais que c'est pas de ma faute pour le voile, tout ça. Qu'elle avait des problèmes, elle a pas de goût. Diam, c'est quelqu'un qui a viré au moins. Une styliste. Ouais, mais elle écoutait pas. Elle en avait viré genre 16 des stylistes. Ok. Et je te parle de la version, enfin c'était la version Diams anté-islamique, hein, tu vois, c'était pas... Ouais. Et comment tu postules pour être styliste de Diams ? Écoute, moi je la connaissais un petit peu, c'était une copine de ma sœur, parce qu'elle traînait un peu à Agnières-Gennevilliers, elle avait des amis. Moi j'ai grandi à Agnières et à Gennevilliers, et du coup une fois, 2 fois, elle est venue manger le couscous à la maison, elle adorait mes grands-parents, c'est-à-dire que moi je calculais pas, mais il y avait Diams dans mon salon, tu vois. Ok. Je calculais pas, j'étais jeune, je me suis dit de toute façon elle va pas me calculer, j'étais fan d'elle parce que bon, tout le monde était normal. Un peu fan quand même. Ouais, normal. Et dans ma tête, je me disais, ouais, j'aimerais bien qu'elle vienne avec Vita goûter les raisins secs et le couscous, tu vois. Tu sais, je me faisais des délires un peu, j'allais voir mes copines, je disais, venez, vous fumez des clopes derrière chez moi. Et on sait jamais si on voit qu'il y a Vita et Diams, on rentre et tout. On faisait on se inventait des petits sketchs, hein, tu vois. Normal. Et après, on a sympathisé, entre guillemets. Moi, j'ai toujours été la petite sœur de ses potes, tu vois. T'es proche de Ramzy, de ma sœur Rania et tout ça, donc vraiment ça s'est fait naturellement et puis elle s'est prise d'amour pour moi. Écoute, elle m'a prise sous son aile. C'est cool ça. Et elle m'a dit tu vas venir faire l'habillage parce que je venais d'avoir le bac et franchement à 16 piges je m'étais inscrite à la fac. En plus normalement je dépendais de Nanterre et par une erreur de sectorisation ils m'ont envoyé à la Sorbonne, mais la vraie, tu vois. Tu te retrouves à la Sorbonne. Ouais. Et tu fais quoi là-bas? J'avais pris licence d'anglais parce que c'était la seule matière où j'avais un peu plus de 16 quoi, donc c'était cool. Parce que bac à 16 ans, c'est-à-dire que t'avais sauté 2-3 classes déjà. J'étais une classe et je suis né en fin d'année, donc j'ai un peu c'est comme ça que j'ai rentré des disquettes moi. Mais quand même. Et du coup t'arrives à la Sorbonne et tu direct. J'ai fait 2 jours. Ah ouais, 2 jours. 2 jours. Mais attends, ça j'ai envie de parler de ça parce que moi j'ai fait des études un peu longues et j'ai eu souvent le sentiment que j'avais rien à foutre là où j'étais. Tu sais quoi, en plus moi on m'avait vendu, ma mère elle était hyper fière, elle me dit mais c'est Dieu qui a décidé que t'allais arriver et traîner vers le Panthéon et pas du tout à Nanterre. Tu vois, ma mère elle était dans un truc de elle était très contente, ouais. Ok. Et je me suis dit c'est génial, j'arrive là-bas, je me rends compte que
j'ai l'impression que c'est des bureaux de chez Emmaüs. Hein. Tu sais, moi, dans ma tête, la Sorbonne, c'était la vraie fac, ça allait être trop classe, il y avait des boiseries, des trucs. J'arrive là-bas, il n'y a même pas de chauffage. Ah ouais. Ouais, c'était ça. Je sais pas, je connais pas la Sorbonne. C'est très naze en fait à l'intérieur. Je te parle en termes d'environnement. Ok, parce qu'on a l'impression effectivement que tu vas arriver dans Poudlard, quoi. C'est vrai que j'étais à. Ouais, je pensais que j'arrivais à Oxford, tu vois, dans ma tête. En fait, j'arrive là-bas, c'était naze. 2 jours, ça t'a suffi pour dire stop. Ouais, j'ai dit, je vais pas trouver ma place, c'est pas mon truc. Et la réaction des darons à ce moment-là? Ma mère, elle m'a plus parlé. Ah je dis, maman, je vais. Et en fait, vraiment, j'ai fait 2 jours. Et le 3e jour, je vois Diams et elle me dit. Viens, on va à la boucherie. Donc je l'accompagne acheter des merguez quand même à Agnières, hein. C'est ça ma vie. Ouais. Et elle me dit, t'es chaude là pour faire l'habillage, tu vas venir avec moi en tournée. Je dis, mais vas-y, arrête, je sais pas et tout. Elle me dit, t'aimes bien les fringues, allez, viens faire l'habillage. Je dis, mais ça consiste en quoi? Elle me dit, tu veux pas partir 2 ans avec moi en tournée? Je dis, oh si, en vrai, ouais. Et du coup, t'es parti. Du coup, je suis parti. Mais attends, ok, t'étais styliste à 17 ans. Ouais. Et elle m'avait fait mes premières fiches de paye, c'était la maison de disques, c'était EMI, je me rappelle. Et c'était mes premières fiches de paye, tu vois. Et je me rappelle, ouais. Tu dois être une des seules personnes en France qui a eu un bac L avec mention à 16 ans et qui se retrouve en tournée à 17 ans, 2 jours après ses débuts d'études, quoi. Ouais. Alors que, c'est un truc de ouf. C'est ouf. S'il n'y avait pas eu Diam, j'aurais été à la fac et j'aurais fermé ma gueule et j'aurais devenu une bobo, quoi. Ah ouais, tu crois? Ouais, je pense. Ça, j'aimerais bien voir la Melha bobo. Ça serait drôle. Pas mal. Déjà, je suis en train de me boboiser, c'est pas mal. Ouais, ok. Je te laisse te boboiser tranquille, mais bon. Ok, et du coup, avant de partir sur tous les autres trucs qu'on a pu lire dans cette mini-description, il y a un grand concept que je voulais parler avec toi au tout début, parce que je t'ai connu au One More, je crois, au début. T'es passé au One More faire un passage, après on s'est vu un peu. Et il y a un truc qui revient, c'est qu'à chaque fois que je te vois, t'as le sourire, tu rigoles, t'es avenante. Et tu vois, tu parles de gentillesse dans beaucoup d'interviews, le mot gentillesse. Et je trouve que c'est un grand concept qui aujourd'hui, tu vois, le mot gentil et méchant, on dirait qu'on parle de gens de Walt Disney, alors qu'en vrai, c'est un vrai mot qui me tient à cœur aussi. Ouais, mais moi, je suis comme toi. Alors, on va se dire, tiens, c'est une vision un peu minimaliste ou manichéenne il y a les méchants, il y a les gentils. Mais je trouve qu'on revient pas assez aux gens gentils, juste gentils. C'est pas parce qu'on est en galère d'adjectifs qu'on dit gentil, c'est juste parce que on l'a pas assez utilisé. Bah, c'est des mots que j'aimerais, méchant et gentil. Il y en a plein des petits mots comme ça qui sont sortis de leur contexte et qui sont très simples pour utiliser. Bah ouais, et je trouve qu'on les utilise pas assez alors que ça nous faciliterait la tâche plutôt. Et la gentillesse, tu crois que ça vient de quoi du coup, cette envie d'être je sais pas, après je suis en pleine psychanalyse en ce moment. Je vais voir un psy et tout, il s'appelle Melchior. Il fait beaucoup rire de dire son nom parce que c'est un roi mage clairement. Et en même temps, je pense qu'il kiffe Freud, mais c'est un roi mage dans son blaze. Un roi mage qui kiffe Freud, c'est drôle comme quoi. Ouais, c'est son concept à Melchior, c'est mon psy. Non mais ce qui est marrant, c'est que je sais pas, je me dis, il y a un truc où moi je suis quelqu'un de gentil. Après, je peux avoir on peut tous avoir des pendants un peu des méchants, mais on va vite regretter, tu vois. Ouais. Alors que je vois des gens, ils sont méchants à temps complet. Bah oui. Nous, on est temps partiel, et même pas à mi-temps, tu vois. Et en étant vraiment gentil, en ayant ce truc-là, est-ce que quand t'interagis avec des gens qui ont un mauvais fond, ça te dérange du coup? Ah ouais, je suis pas bien et tout. Je te jure, j'ai un truc de faux fluide, faux magnétisme. Je sais, quand je serre la main de quelqu'un qui est pas très bon, mais je suis pas bien, ça me plombe après. Et dans ce métier-là, t'as dû rencontrer? Ouais, il y a des sacrés fils de pute. Ouais, on en parlait avec Paul de Chavannes. Franchement, il y en a beaucoup. Alors après, je veux pas parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, mais vous dans le showbiz, tu sais, les gens qui sont très très extérieurs à tout ça, ils pensent que déjà tout le monde prend de la coke et traîne avec Michel et Michel Polnareff, tu vois. Michel Polnareff, mais en vrai, non. Coq et Michel Polnareff, c'est comme ça que j'ai fini ma vie, moi. Bah, moi, c'est ça, mais forcément. Perruque, Coq et Michel Polnareff. Bah, évidemment, c'est la base. À partir de 23h, c'est ça, hein, genre. Non, mais tout le monde a cette vision-là un peu de ce métier et de ces métiers-là. Alors que demain, tu travailles chez Areva à la Défense. Enfin, il y a les mêmes fils de pute au 3e, à la compta et au bureau. C'est pas exactement les mêmes, mais c'est un type non, mais de tu fils vois, de pute. Après, ce qui est relou, nous, c'est qu'il y a un délire où il y a l'ego qui est mélangé avec la confiance, avec. C'est des métiers, c'est des passions de l'âme, ce qu'on est en train de faire, nous, en vrai. Bah oui. Moi, tous les matins, je me réveille et même si ça marchait pas, bah, je continuerai de faire des blagues aux serveurs ou aux chauffeurs RATP, tu vois, c'est mon truc. Et je sais que toi, c'est ton truc aussi et que c'est notre truc, tu vois, vraiment. Ouais. Donc, je vais pas lutter longtemps contre ça, mais c'est vrai qu'il y a un truc où, dans ce métier, c'est un peu plus exacerbé, quoi. J'ai l'impression, tu parles d'ego et tu parles de passion de l'âme. J'ai cru comprendre que Ramzy, quand t'as voulu te lancer, il a pas du tout voulu que tu te lances. Il m'a fait la misère. On dirait que je lui avais dit, écoute, je vais aller sur les maréchaux, puis je vais louer mes services. Voilà. Je vais louer mon corps parce que j'ai un format rare, donc peut-être ça va marcher. Ok. Et pas du tout, tu sais, vraiment, je lui ai annoncé ça. On dirait, il a été. Il s'est vraiment vénère. Mais même pas vénère. Alors, il est passé par l'énervement parce qu'on est quand même algérien. Ouais. C'est inévitable. Et après, il est passé par la déception, tu vois. Mais c'est le pire, tu vois. Et pendant plus de 1 an et demi, 2 ans presque, il m'a pas trop parlé. Ou à chaque fois qu'il me voyait, c'était pour me dire ouais, bah vous arrivez, vous avez tous des attachés de presse, vous avez tous des Jordan sur scène. Nous, on arrivait avec un t-shirt troué, des Timberland, on faisait rire.
Tu sais, il a un vrai truc. Après, je comprends, il est arrivé dans un moment où il y a une vraie vague, tu vois, avec les comédie clubs et tout ça, par exemple, avec ce que Jamel a fait. C'est charmé, hein. Jamel, il a rendu service à plein de gens, on a découvert plein de talents. Mais il a pas rendu service à tout le monde, tu vois, parce que tout le monde s'est dit tiens, je suis un peu rigolo, moi aussi je vais être connu, et les gens ils le font pour les mauvaises raisons. Justement, c'est ça que je voulais parler, parce que tu dis que parce qu'à un moment donné tu défends quand même un peu ton frère quand tu parles de ça, et tu dis que justement il devait avoir peur que tu veuilles être connu et que tu veuilles faire les onditarités. Ouais, c'était une énième lubie comme plein de gens, et j'en connais, et moi j'ai beaucoup de connais avec les sœurs d'eux, tu vois. Mais du coup c'est normal un peu sa réaction de grand frère. Franchement, quoi. Il était protecteur. Après, je pense que voilà, Zidane il aurait protégé différemment, tu vois. Il aurait fait un marquage à la culotte de sa petite sœur. Ramzy me faisait des vraies discussions où il me faisait pleurer. Je pleurais pas devant lui, je descendais de chez lui, je montais sur mon scooter et les larmes elles venaient direct et je faisais croire que c'était le vent, tu vois. Tellement c'était dur, tu vois. Moi je pense qu'il y a un vrai truc aujourd'hui entre l'envie profonde de faire le truc et justement l'ego qui te pousse à le faire pour être connu ou pour les mauvaises raisons. Et même, tu vois, moi je sais que je suis vraiment passionné de stand-up, je sais que toi aussi, quoi qu'il arrive, tu ferais des blagues, mais même aujourd'hui, il y a encore de temps en temps des conflits, j'ai l'impression, entre putain, genre ce post-là, je l'ai fait parce que pour mon ego et je l'ai pas fait parce que je kiffe. Bah ouais, il y a des trucs quand même où tu vas. C'est un truc con, mais on va sur Instagram, tu vas voir qu'un tel il a eu un truc, tu te dis ah ouais, bah vas-y, c'est pas grave et tout, tu commences à prendre un petit scène, mais ce qui est normal, en fait, c'est quoi ? Ça devient sain maintenant. Je me dis, ce serait trop bizarre de pas. C'est-à-dire que j'aime pas vraiment ce que. Ça veut dire que je veux pas me mettre à fond en fait. C'est-à-dire que j'y pense pas, que c'est pas mon métier, que c'est pas ma passion. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas un truc avec lequel je vis et c'est viscéral, tu vois. Il y a un vrai truc où je me dis, si je m'en fous de tout le monde, évidemment qu'il y a des trucs où ça te pique, tu vois. C'est humain, je trouve. Ouais, moi ça m'arrive. Après, moi, ce que je pense que toi aussi t'es comme moi, mais il y a un vrai truc où je le regrette après. D'avoir été comme ça. Direct. Je pense Non, allez, je me laisse 15 minutes pour regretter. Direct. Mais je peux pas être méchante 24 heures, tu vois, en disant ah la connasse, elle a eu ça, moi j'ai pas eu ça. Mais je vais pas te mentir, ouais, ça me pique. Je vois une autre humoriste avoir un truc et tout. En général, je suis contente parce que j'ai envie que tout le monde réussisse et pour le coup, je pense que le soleil il brille pour tout le monde. Oui. Tu vois. Mais en vrai, c'est normal que ça te pique. C'est des métiers d'ego. Ouais, c'est des métiers d'ego. T'es obligé. Mais de plus en plus, je crois en plus. Bah, je pense que ça va pas aller parce qu'en fait l'ego c'est pas l'ego juste du milieu, en fait c'est comme l'ego de tout le monde quel que soit le milieu aujourd'hui et monté, le nôtre aussi peu importe, ouais, c'est ça, et encore plus dans ces métiers là qui sont des métiers artistiques, tu vois, mais après tu vois, je le dis souvent et j'en parle souvent avec des potes qui sont pas du tout dans ce métier. Ils ont les mêmes problèmes au bureau, tu vois. J'ai des potes à moi, ils ouvrent des sociétés, ils gèrent, c'est des boîtes de transport, enfin ils ont des Uber, des trucs, des chauffeurs, des VTC. Bah même entre les VTC, t'as celui qui va avoir la plus belle voiture. Exactement. En fait, c'est juste humain en fait. C'est ouf. Hein. C'est juste des humains. Après, on parle de branches et de secteurs, mais en vrai. Dans un petit microcosme, en fait, c'est juste humain. Et tu vois, des fois, on s'embrouille comme le délire des copies comiques, des trucs. Franchement, ça parle qu'à nous. Tu vas. C'est pas méchant, personne mais. N'en parle, ouais. Et puis tu vas à Clermont-Ferrand. Je pense que vraiment, ils savent pas ce que c'est. Et ils ont raison en plus. Ils ont raison. Parce qu'on s'en branle. Ils ont envie de rigoler. Ouais. T'as déjà joué en province ? T'as déjà fait ton spectacle en province ? J'ai joué. Alors, j'avais fait une petite résidence à Nantes et ouais, j'ai un peu joué. Non, j'ai joué dans le sud. J'ai fait Cannes, Nice et Toulon. Et le public c'est assez différent. Tu sais quoi ? Ils sont contents. C'est-à-dire que tu sois quelqu'un connu ou pas connu, ils sont contents de te recevoir. En fait, c'est pas méchant, mais ils sont contents de sortir. Tu sais, c'est une vraie sortie pour eux. Ici, il y a 150 spectacles par soir. Enfin, tu vois. Même plus, ouais. Ils font les fines bouches un peu à Paris. De ouf. Mais c'est. Ouais, je sais pas. Là-bas, ça se voit que tu leur demandes même pas de mettre des commentaires sur le billet réduit qu'ils vont le faire. Ils vont le faire, c'est ici, ça. Ouais, c'est chaud. Faut leur envoyer une timbre qui va les masser. Tu les envoies. Faut leur envoyer des goodies, tu vois. Alors que là-bas ils te le font de bon cœur, tu vois, ils ont passé un bon moment. Todd Barrick qui disait, j'ai vu un documentaire sur lui hier, qui disait, c'est un humoriste que j'aime beaucoup et qui dit que il jouait dans une petite ville et il dit c'est dingue parce qu'il te remercie d'être là dès le début, alors qu'à Chicago quand t'arrives c'est en mode ok, sois marrant, j'ai payé quoi. Genre... Ouais, ils sont exigeants. Après, je peux comprendre qu'on le soit, tu vois, quand tu vois qu'il y a des places à 50 balles. Franchement, j'ai envie de rire pour 50 balles. Surtout si t'as pris la nounou, t'es venu en voiture, il y a le parking. Tu sais, des fois, on se rend pas compte, mais c'est un budget pour les gens. Faut que les gens en aient pour leur argent. C'est le nouveau truc que j'ai en tête, que j'avais pas en tête avant, mais là, j'ai vu le show de Seth Rogen sur Netflix, que j'ai pas trouvé dingue. Mais par contre, j'ai eu un déclic en le voyant, c'est que je me suis dit, au moment où je l'ai vu, ah ok, en fait les gens en ont eu pour leur argent et je crois qu'il y a ça aussi qui compte, même si ouais, je suis d'accord. Maintenant je commence, moi maintenant qui joue, tu sais, avant je jouais pas, c'était toujours des scènes ouvertes, j'ai mis du temps à faire ce spectacle. Avant j'ai commencé un spectacle que j'ai joué qu'une fois avec un autre producteur, c'est mal passé, donc j'ai vraiment, je me suis dit allez, ce spectacle faut que je le joue et faut que je fasse comme tout le monde, et il y a pas de délire où je vais passer outre quelque chose, tu vois. Et là, depuis que je joue et que je vois des gens, tu sais, ça me fascine de voir des gens qui se déplacent pour moi. Moi, je suis encore dans un truc. Ouais, je comprends. Je me dis, mais ils se sont trompés.
J'ai l'impression qu'ils se sont tous trompés. Que chaque soir ils se trompent. Ok. Qui veulent cliquer à droite et ils vont à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une histoire de clignotant en fait. Tu vois. Mais attends, parce que quand même, t'as un spectacle qui marche bien et tout. Ouais, mais tu sais, moi j'ai pas confiance en moi, mais c'est bon. Je pense pas être la seule dans ce métier. Non. Je me dis, je ne comprends pas l'engouement qu'il pourrait y avoir autour de moi. Mais après, c'est parce que Mais c'est marrant parce qu'en même temps, il faut qu'il y en ait un aussi. Donc il y a quand même. Et en même temps, quand t'en as pas, tu dis, ah ouais, et l'autre, par exemple, l'autre là, elle est complète. Et moi, je suis pas complète. Ouais, c'est ça. C'est hyper. Mais c'est schizophrénique, hein. C'est un vrai problème. Hein. C'est un problème, mais bon, c'est peut-être pour ça qu'il voulait pas que tu fasses ce métier au début. Ouais, je pense qu'il a compris. Ouais, je pense qu'il s'est dit, on va voir si elle veut juste être connue, je vais la mettre sur Énergie 12. Ça lui fera plaisir, ça lui fera les pieds d'aller en vacances, tu vois. Et après, tu dis quand même que ça y est, enfin, ça vient Ahmed, il a dit ça dans le dernier Café Holo 7, mais que sa plus grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, ses parents et sa famille aient compris et soient fiers de lui là-dessus. Et je crois qu'il y a un peu de ça aussi chez toi. Moi, je suis très très fière et tu sais quoi, mine de rien, ça a décanté plein de choses en moi, tu vois. Par exemple, sur scène, j'étais un peu moins mal à l'aise, tu vois. Alors, dans ma tête, je suis toujours une arnaque, mais de moins en moins, surtout depuis que mon frère il est venu et qu'il a validé entre guillemets, tu vois. Ouais, qui s'est dit, t'as eu les couilles que moi j'ai pas eu de monter seul, tu vois. Mais lui, bientôt, il va monter seul, donc je suis très fier pour lui. Il a envie ? Ouais, il a très envie. Ah, ça fait plaisir ça. Et ça me fait plaisir pour lui parce que je sais ce que c'est maintenant. Ouais, et je me dis, c'est cool si j'ai ouvert juste entrebâillé une petite porte et que lui il s'est dit, ok, moi je vais y aller seul si ma petite sœur elle a réussi à y aller et que c'est dur et tout ça. Bon. Ça fait plaisir. C'est un petit kiff, je me dis, allez, tu vois. Ramzy seul sur scène, j'ai envie de voir. Ouais, cool. Moi aussi, j'ai hâte. Hein. Ouais, c'est cool. Et parce que, un autre truc, c'est que j'ai vu l'extrait de ton spectacle, t'as un micro-casque ? Non. Ah, t'as un micro maintenant ? Non, même pas. Alors, au Théâtre du Marais, je suis sans micro, je suis sans rien. Pourquoi tu prends pas le micro ? J'ai envie de faire un petit truc là-dessus. Pourquoi tu prends pas le micro ? Je sais pas, moi j'adore le micro, mais c'est juste que tu sais quoi, ça s'est fait naturellement dans le sens où ma productrice et le mec qui me coachait un petit peu au début dans le jeu, il m'a dit ça sert à rien, là c'est 100 places, enfin tu vois. Sauf que moi j'adore le micro, tu sais quoi, je vais te dire un truc, ça me rassure le micro. Bah, non, puis c'est même pas que ça te rassure, c'est que ça te donne un jeu qui est différent. Marina, quand elle a commencé à tester dans son petit théâtre, je sais plus où c'était, ou avant d'aller au Marais, elle a testé pendant 3 mois. La loge, je crois. Ouais, je sais pas, non, c'était pas le lieu. Non, pas le lieu. C'était une petite salle en tout cas, et elle avait pas de micro. Mais tu peux pas prendre de micro. Moi c'est exactement ça. Moi j'ai testé au lieu l'été, j'arrivais pas. J'ai fait 30 minutes à la petite loge, j'ai pris un micro. Ah ouais ? J'en ai rien à foutre. Sinon en fait, je fais pas ce que je dois faire. Enfin, c'est comme si je vois ce que c'est comme si je suis footballeur professionnel et on me donne une raquette dans les mains pour aller commencer le match. Je comprends. Qu'est-ce que c'est ? Je fais du foot, non, je comprends, mais j'ai l'impression que d'avoir commencé comme ça, le micro ça peut être qu'un bonus maintenant. Oui. Parce que je me dis OK, j'ai été jouer au foot sur des cailloux sans crampons là. Parce que c'est quand même, tu sais, au début tu sais pas quoi faire de tes mains. Ouais, c'est chaud. Après tu dis mais en fait faut que je parle comme si j'étais en terrasse avec mes puis potes. Faut que tu bouges. En même temps faut pas que tu sois cette meuf de terrasse. Enfin c'était. Parce qu'avec le micro tu peux ne pas bouger beaucoup. Ouais c'est ça. Après je me suis rendu compte que sans micro je bougeais énormément. Bah oui c'est ça, forcément. Voilà exactement. Et alors qu'au Paname dès que je reprends le micro je suis contente. Bah oui. J'ai l'impression de faire du stand-up. Alors que franchement sans micro je fais un seul en scène et ça me dégoûte. Bah écoute je voulais mettre le point là-dessus parce que j'aimerais vraiment que tu prennes le micro mais bon. Non un micro-casque je ferai jamais. J'ai l'impression d'être dans télémarketing, tu sais ça me dégoute. C'est bien. Le micro-casque ça me dégoûte, je peux pas te dire mieux. Bah on lance un petit appel à ceux qui ont un micro-casque. Voilà, et s'il y a des gens qui ont des micro-casques, sachez que je te rendez-vous demain à midi, place de la Bastille. Baston entre les micros et les non-micro-casques. On amène tout le Paname avec nous, putain, on va défoncer tout le monde. Je suis chaude sur ça. Bah franchement, je pense que c'est important. C'est important, du coup, être connu machin. Et du coup, on va parler un peu du Paname aussi, parce que donc c'est là où t'as fait tes premières scènes, etc. Ma première scène hors Diams, en rentrant, c'est Kevin Razi que j'avais rencontré, on était un petit peu potes, il m'a dit tu sais quoi, il y a un lieu où tu peux aller tester tes blagues et tout ça. J'ai dit vas-y et tout, j'avais la pression, j'avais ramené toutes mes copines. Okay. C'est-à-dire que je peux te dire que tout était complet mais par mes copines, c'était pas c'était pas des gens normaux, des gens lambda et tout, non. Et je me rappelle, c'était n'importe quoi ce que j'avais fait. Mi-impro, mi-je parlais de Diams, mi-je parlais du fait d'être grosse, je parlais de Ramzy à l'époque, enfin c'était chaotique. Mais bon, comme c'était mes copines, ils ont rigolé. Et à la fin, on s'est dit non, c'est pas. Faut écrire quelque chose, faut écrire un vrai 5 minutes. On va commencer. Et c'est Kevin Razi qui m'avait dit tiens, va au Paname. Et j'avais rencontré Karim et j'avais dit ok, vas-y. Et après le Paname, ouais, c'est une maison secondaire hein, pour moi. Et même pour toi, hein, en vrai. Maintenant, ça y est, on y vient. Souvent, mais je m'y sens très à l'aise au Paname et je me dis c'est beau ce qu'ils ont fait en fait. Maintenant, avec du recul, je me dis mais en fait, c'est charmé. Tu sais, on est là, il y a plein de gens qui peuvent jacter un peu en disant ouais, mais attends, Kader Aoun, Karim, ils arrivent, c'est un resto. Mais en même temps, tu sais, il y a plein de gens qui sont hyper critiques. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'il y a juste 6 plateaux qui font vivre plein d'humoristes et qui ramènent du monde. Et il y a un vrai truc qu'ils ont fait autour de ça. Je trouve qu'ils ont développé le meilleur moyen de devenir humoriste en fait. Je trouve que c'est eux et c'est pas le Comedy Club pour le coup. C'est parce que oui, parce que ça te permet d'avoir entre guillemets le Comedy Live, de jouer tous les enfin grâce au Paname. Moi, j'ai à peine 2 ans de scène et j'ai une vingtaine de dates par mois là-bas.
Et ça me permet de jouer tous les jours. Et moi, je crois absolument pas au fait de jouer une fois tous les 2 semaines pour progresser. Enfin, non, et puis après, moi je début... sais qu'au tout début, j'esquivais un peu en me disant non, je suis obligé parce que j'avais peur, tu vois. Mais ce truc de oh là là, mais il faut aller jouer et tout ça. Et une fois, je parlais avec Kader et il me dit mais en fait, c'est comme un ring, tu viens t'entraîner. Tu peux pas aller boxer sans t'entraîner. C'est impossible en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand tu prends ça et tu prends le Paname comme un entraînement. Bah, c'est cool en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu glorifiant, même à la fin quand ça marche, tu te dis ah putain, bon entraînement ce soir. Et bah écoute, c'est un peu ça. C'est vraiment ça. Et du coup, pour le stand-up en général, il y avait un autre truc. Là, j'ai fait un épisode donc avec Ahmed la semaine dernière et j'en ai déjà parlé un peu avec Paul où on parlait des filles dans le stand-up. Ouais. Et en fait, il y a Kian Kojandi qui m'a appelé avant-hier pour débriefer de ce que j'avais dit là-dessus parce qu'il était pas d'accord avec moi et je trouve ça intéressant parce qu'il avait raison d'une certaine façon. C'est que moi, en fait, je pense que je me mets pas assez en tête qu'il y a des gens mal intentionnés et du coup, moi, je disais que ça me faisait chier d'inviter quoi qu'il arrive une fille sur un line-up parce que ça pouvait finir par les sentir invitées en tant que filles et j'ai pas envie que les filles se sentent invitées en tant que filles mais en tant qu'artistes, tu vois. Ouais, bien sûr. Et moi au Wenmore il va y avoir des line-up sans filles parfois mais avec 3 filles parfois, enfin tu vois, j'essaye de pas faire en sorte que tu mets pas le doigt là où il faudrait le mettre alors qu'en vrai oui. Il m'a contredit à ce moment-là entre guillemets, enfin il a amené le débat en disant que effectivement c'était aussi une erreur au début. En fait il faut aussi parfois casser les trucs en imposant un petit peu, tu vois, genre qu'il y ait une fille à chaque fois au moins ou des choses comme ça pour que ça avance et pour aussi faire progresser le truc. T'en penses quoi de ça? Moi je comprends ce qu'il veut dire mais je suis plus de ton avis en fait. Je me dis plus on va calculer, c'est con mais plus on va calculer un truc qu'on n'est pas censé calculer, plus on met le doigt sur ce qu'on est en train de critiquer en fait. Je sais pas comment t'expliquer mais je pense. Je me dis de faire les choses de manière naturelle comme une humoriste ou un humoriste, c'est la même chose où en fait on appelle un artiste en fait à participer à une scène ouverte ou autre. Ça, pour moi, c'est plus judicieux en fait de prendre le problème de ce côté-là. Il est d'accord avec moi en soi. En fait, il pense juste que ce que je pense, c'est l'évolution en fait. C'est-à-dire que dans 10 ans, il faut que ça soit comme ça. Enfin, dans 5 ans, 10 ans, il faut que ça soit comme ça. Mais je pense que ça viendra, mais ça viendra avec juste le temps. C'est pas parce qu'on va mettre une fille par soir que les gens ils vont commencer à changer. Tu sais, c'est des teubés les gens qui pensent comme ça. Donc, c'est pas nous qui allons le faire en rajoutant une meuf par soir, par quota. Je me dis que c'est comme la discrimination positive, tu vois. Je peux comprendre, ça peut avoir du bon. Mais en vrai, c'est ultra raciste de faire ça. T'es plus du tout. Tu sais même pas si on te prend parce que t'es Harry Roselmack et que t'es un journaliste de talent ou parce que t'es juste un antillais avec des belles lèvres. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Et je me dis, en fait, c'est là où on déplace le problème en faisant ça. En fait. Mais c'est objectivement plus. Enfin, t'as ressenti des difficultés quoi que ce soit en tant que fille dans le milieu? Moi, j'ai un truc, c'est que j'en parlais avec. On a fait un shooting il y a pas longtemps pour le Vanity Fair avec plein de filles, avec Tania Dutel, avec Marina, Fadili, Laura et Camille Lelouch. Il y avait vraiment plein de filles, c'était assez cool. Et on avait une discussion par rapport à ça. Et moi, j'ai un truc un peu à part. C'est que moi, comme je suis la sœur de Ramzy, j'ai jamais senti ce truc-là. Parce que les gens, soit ils ont un peu peur, parce qu'ils sont hypocrites avec moi, parce qu'ils disent attends, c'est quand même la sœur de Ramzy et tout. Soit il y avait ce truc de je venais d'arriver avec Diams, j'avais des copains et des copines un peu connus. Et puis en même temps, tu sens que j'ai pas envie de me laisser faire et que je vais pas être la meuf dans mon coin à fermer ma gueule quand ils vont faire des remarques un peu misogynes. Non, j'ai pas ressenti ça malheureusement. J'aurais bien voulu pour faire comme les autres. Mais là... j'ai toujours eu un peu de chance et j'ai toujours ce truc un peu à part, tu vois. Qui font que je les voyais, alors ils étaient pas fins, les gens qui étaient doublement gentils avec moi. Mais du coup, je voyais bien que, tu le vois, j'avais un petit traitement de faveur, mais hypocrite. Mais pas de gentillesse, très chiant. Je trouve que c'est beaucoup plus chiant même. Tu l'as dépassé ce truc-là? Je commence tout doucement. Je vais voir Melchior, mon psychologue. Il y a des raisons? Il y a plein de raisons si tu savais. Il y a un sommaire. Je suis arrivé avec un sommaire. Je lui dis alors, Melchior, on va parler. Alors, on va parler de tout. Tu vas m'écouter, puis tu vas prendre des notes. Tu vas prendre des notes et puis je vais te payer. Puis tu vas me trouver des solutions. Parce que je viens pas voir un psy qui s'appelle Melchior pour pas que tu me trouves des solutions. Ça trouve des solutions, un psy? Ouais, franchement, lui, il est génial. Allez tous le voir. Ok, bon bah voilà. Pour Melchior. Le coup, maintenant, là, vas-y. Mais du coup, ok, donc sur le côté fille, toi, t'as plus eu ce côté-là, mais effectivement, Ouais, j'ai eu l'autre côté de c'est la sœur de, elle connaît un tel. Mais parce que surtout que t'as été ado pendant H, etc. quoi. Genre, ouais, H, c'était mon petit côté. Les mecs, j'arrivais à les serrer comme ça. Il y avait un mec qui s'appelait Louis, justement. Salut Louis. Salut. Il était skateur et tout, il me calculait pas. C'est-à-dire qu'il calculait toutes les belles meufs mais ce qui était normal, hein. J'arrivais en survêt de l'OM, évidemment qu'il allait pas regarder la meuf qui fait une demi-volée, mais... Non mais je te jure, même je lui mettais des petits ponts, donc non, il allait pas être chaud sur moi, tu vois. Ok. Mais je me rappelle pas lui mettre de petits ponts, putain, mettre un petit pont à un mec, il y a rien de pire, je pense. Je sais, mais je savais pas, moi je pensais que ça allait l'exciter au film. Et pas du tout. Le mec ne me posait pas un regard sur moi. Il me détestait, me toisait, tu vois. Ouais, je comprends. Et du coup, je me suis dit, ok, lui, je vais la voir. Et j'étais la petite sœur de Ramzy, donc j'étais la préférée, la dernière d'une famille et tout ça. Et Ramzy m'emmène dans un magasin de skate et j'achète tout. Il m'achète tout.
Et j'arrive au skatepark, évidemment, je ne sais pas en faire, je me ramasse. Je me dis, ok, Valha, qu'est-ce qu'on va faire ? Il va falloir que tu serres ce Louis. Hein. Et là, j'ai un éclair de génie, je me dis, ok, je vais l'amener sur le tournage de H. Ouais. Et je l'ai amené le jour où il y avait Thierry Henry. Ok. Et je me dis, ok, là, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Si les mecs ne me galochent pas à la prochaine boom de Gaëtan, ok, c'est cuit pour moi. C'est mort. Bon, bah, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et à la fin, ouais, il m'a serré, mais parce que moi, c'était un attrape cum, tu vois, sur le tournage de H. Tu l'as eu, ok. Donc c'était cool. Et ok, bah oui, tu m'étonnes. Je sais pas ce qui devient. Si, je sais ce qui devient, mais en gros, je l'ai michetonné, quoi. Et il m'a michetonné, donc. Ouais, d'accord, on était bien. Voilà, tout allait bien en vrai. Et du coup, tu dis que t'es la dernière, parce que Ahmed, c'était pareil, t'as été la dernière du coup d'une famille. Ouais. Et être parce que moi, je suis l'aîné. Ah, et je sais qu'être le dernier, c'est aussi ce côté de. Enfin, encore une fois, c'est ce que j'ai dit à Ahmed, mais je vais répéter le même truc. Mais je pense que l'envie de faire de la scène, etc., ça vient aussi peut-être de l'envie de se démarquer. Ouais, clairement. Il y avait ça chez toi quand t'étais petite. Ouais. Bah, t'as envie de te faire un peu plus remarquer, t'as envie la petite dernière, tout le monde te regarde un petit peu, t'es un peu la chouchoute, t'es surcouverte. Il y a un vrai truc où t'as envie de faire ton intéressante. Ok, et du coup ça vient de là, ouais. Ça vient de là. Après, moi j'ai un truc, c'est que bon, il y a eu un Ramzy qui a réussi entre guillemets. S'il n'y avait pas eu un Ramzy dans ma vie, je me serais jamais tourné vers les métiers du spectacle, tu vois. Ouais, enfin peut-être d'une autre façon, mais ça aurait été beaucoup plus différent. Moi, je te dis la vérité, je pensais pas que c'était pour nous. Hein. Quand t'habites à Gennevilliers et sans faire la meuf qui va dire ouais, on mangeait des gâteaux durs et tout, moi j'ai pas du tout vécu ça. Je le dis dans mon spectacle, j'ai grossi en pavillon. Je veux dire, je suis pas. Moi, tout ce qui est HLM et tout, c'est pas mon délire, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'habites en banlieue et que t'as pas accès à tout ce monde-là, bah comment tu sais pas, tu regardes ta télé et t'as des petites étoiles dans les yeux, mais c'est tout quoi. Bah c'est ça, ouais. Bah, honnêtement, moi, l'épisode avec Ahmed, il m'a retourné le cerveau parce qu'Ahmed, vraiment, il est allé dans une audition de comédie musicale à 22 ans, de rien. C'est ouf parce qu'Ahmed, il chante, tu sais, il a un vrai truc où il est pas que humoriste en vrai. Il est sorti de son truc comme ça, ouais, il y a eu de ça, ouais. Enfin bref, ouais, donc ok, donc famille. Ouais, t'es la petite dernière, les petits derniers, on fait ce qu'on veut un peu et tout, on est des connards un peu. Ah ouais. Ouais. T'as fait chier ta famille un peu. Pas trop parce que j'ai été quelqu'un de bien, mais. T'as eu des bonnes notes. J'avais des bonnes notes, en même temps je jouais au foot, en même temps j'étais très timide, en même temps à un moment donné je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai arrêté d'être timide du jour au lendemain, mais je pense que c'est aussi un peu grâce à Ramzy où tu t'es dit ah là là trop bien, oui. Tous les yeux sont sur moi, bon bah vas-y je fais ce que je veux maintenant, tu vois. Ok, je comprends. Et du coup je me suis inscrite au théâtre, tu vois, j'avais un vrai truc où je kiffais un peu les mots, lire, tu vois, il y a justement, un vrai truc où... bac L. Donc lecture un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, à l'époque beaucoup, maintenant j'ai complètement arrêté parce que moi ce qui s'est passé c'est que j'étais en école privée catholique toute ma scolarité et au moment du lycée je me suis rebellé, j'ai dit je vais être avec mes copines qui ont pas d'argent. Voilà, j'ai vraiment fait ça dans la maison, dans le pavillon. Et du coup après ils m'ont inscrite dans un lycée de banlieue, tu vois, de base, qui avait pas pas un très beau taux de réussite, mais bon, au moins j'étais avec mes copines, donc ma mère était énervée, mon frère était énervé, enfin j'étais ouf. Et arrivé là-bas, j'avais honte de savoir des trucs. Comme je voulais avoir toutes mes copines et tout avec moi, je me rappelle, au tout début, premier trimestre, je levais la main comme ça, je disais ouais, ça c'est par rapport la Babel, je sais pas quoi, tu sais, je sais plus ce que je racontais. Et après, elle venait me voir, elle me regardait mal et tout, je disais ah non, il faut que je fasse la teubée. Donc à un moment donné, ça m'a traumatisé, j'ai arrêté de lire, j'ai arrêté d'être un peu une intello, je te jure. Je me suis dit ah non et tout, faut que je traîne avec les gens, et j'ai commencé à foutre la merde. Ok. Il y a eu ce truc là. Ah oui. Tu sais, je me suis dit, moi, je veux pas être en pavillon. Allez, je vais en bas des cités. Tu sais, quand t'as un truc tu cherches un peu, t'as un problème identitaire à un moment donné. Tu te dis, je comprends pas. Tous mes frères et sœurs, ils ont grandi en cité. C'était la Hesse. Ils étaient en galère. Moi, je suis là. Ramzy vient me chercher en Jaguar. On va acheter du papier canson. Enfin, tu vois, ma vie, elle est quand même 100 fois mieux. Donc, j'ai eu ce truc-là à un moment donné de débile, tu vois, en vrai. Au lieu d'assumer, mais quand t'es jeune, tu sais pas faire. C'est débile, c'est normal, ouais. Je suis allé en cité. J'ai fait les pires conneries. Je voulais sortir qu'avec des dealers. Ah ouais. Mais une Kaira. Ok. Mais Kaira, mais qui se disait, mais attends, je vais avoir le bac avec mention à la fin. J'aimais bien aussi Hemingway et John Fante, tu vois. Un peu de ah putain, j'ai envie de relire et tout. Mais j'ai eu ce truc-là je me suis saboté, je me suis auto-saboté à un moment donné à l'école. Ok, mais je connais des potes qui ont eu ce truc-là. Toi aussi, ça ah, bah putain, ouais. C'est ça, moi j'ai eu ça parce que j'avais honte et tout de prendre la parole parce que à chaque fois ils me disaient, waouh, mais d'où vous savez ça? Bah, je viens toute ma scolarité, je faisais du catéchisme, enfin, tu vois, ouais. Prendre la parole devant tout le monde et d'avoir la bonne réponse. Ouais, après j'ai arrêté, après je foutais le bordel. Ou après je criais les bonnes réponses, mais en Kaira. Bah, c'était un concept. Ouais, c'est en mode la meuf qui a la bonne réponse mais qui le crie quoi. Mais qui assume pas. C'est drôle. Ça fait partie des trucs que un jour tu raconteras, tu penses, cette enfance? Ouais, je pense qu'il y a des trucs parce que qu'il j'ai envie de raconter. Parce qu'il y a une dichotomie assez drôle quand même entre... Ah ouais, c'est ouf. Ouais. Bah d'arriver et de dire... Puis c'est rare quoi d'arriver et de dire... Putain, moi j'ai tout eu, j'ai eu une enfance super heureuse, une famille hyper aimante, tout ce que je voulais je l'avais, je n'ai pas à me plaindre. Et c'est aussi un truc qui moi m'énervait à l'époque dans le stand-up, c'est tous ces jeunes humoristes dont les parents sont issus de l'immigration et ils arrivent, ils sont là à se plaindre, à faire
à faire leurs parents sur scène avec des accents, à les faire mal parler, à les faire très alphabètes et bêtes, hein, du coup surtout. Et moi ça me gênait parce que d'une, je me reconnaissais pas. Ouais. Même si ma mère elle était commerçante, mais c'était pas à la folie, hein. Il y avait pas une bibliothèque chez nous, tu vois. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Mais il y a un vrai truc de je me reconnaissais pas moi dans ces humoristes et ça me dégoûtait. Et je trouve que pour faire avancer le schmilblick un peu en France, en général, il va falloir qu'on oublie ça. Tu vois, Jamel il l'a très bien fait. C'était l'un des premiers mecs à arriver et dire Inch'Allah sur scène et Alhamdoulilah. Franchement, c'est mortel. Il l'a fait avec brio et comme personne. Mais tous les gens qui sont arrivés après et qui ont fait la même chose, et même si les gens rigolent, et j'ai postillonné sur ce canapé qui a l'air neuf. Ouais, il est tout neuf. C'est mon premier vrai achat d'adulte. T'inquiète pas. On dirait un pull. Un petit peu, hein. Un beau pull Uniqlo. Et comme tu es posé, genre je suis là. Mais bien, non, mais il est bien, il est confortable. J'ai envie de venir faire des sièges chez toi. Bah, tu peux si tu veux, y a pas de problème. Ça, c'est gentil. On peut pas fumer, hein, par exemple. Non, putain. Ça, c'est bien. Je fume hein, normalement, mais. Et tu fumes pas ici? Je descends. Du coup, tu fumes beaucoup moins. Bah ouais, et je descends fumer une clope dans le square. Peut-être je vais faire ça. Je crois. Bah parce que franchement, c'est agréable d'avoir un appart qui sent pas la clope, quoi. Ouais, moi j'ai ça, mais j'ai une petite loggia un peu et je dis aux gens de fumer à la fenêtre. Ouais, j'aurais. Bah après, ouais. Mais non, mais moi je trouve qu'après ça rentre quand même. Et t'as raison de te tenir. Ouais, donc je m'y tiens, mais ouais, je vois ce que. On ira fumer en bas après. On ira fumer en bas après, évidemment, c'est prévu la clope de la fin. Non, mais oui, je sais plus ce que je te disais. Ouais, moi j'avais un problème avec ces humoristes qui faisaient les accents déjà parce que je sais pas faire les accents, j'étais jalouse. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu parles aussi du fait que ça donne une mauvaise image entre guillemets et que je trouve qu'il y a ce côté. Moi, j'ai eu cette réflexion avec les vieux. Enfin, vous, il y a eu le côté dans tes idées de l'accent qui est mal fait, le côté daron inculte, etc. que je trouvais insupportable aussi. Bien sûr. Moi, dans ma vie que j'ai connue, il y a un truc qui m'a saoulé, c'est quand les humoristes parlent de vieux et qu'on a l'impression que tous les vieux sont racistes, tous les vieux sont attendent la mort et tous les vieux méritent de mourir. Exactement. Et moi, j'ai un texte sur mon grand-père où justement j'en parle différemment, où il me donne des conseils, où genre il est hyper cool et ça me tenait à cœur d'avoir ce texte-là. Je comprends, c'est exactement la même chose, c'est un autre prisme, mais c'est la même chose en vrai. Parce qu'il y a un vrai truc, par exemple, sur les vieux, tu vois, c'est un truc que j'ai déjà dit dans le podcast, je crois, mais l'âge médian de la France il y a 50 ans, c'était 25 ans. Genre, il y avait plus de gens, autant de gens qui avaient moins de 25 ans que de gens qui avaient plus de 25 ans. Et aujourd'hui, c'est quasiment 50 ans. Putain. Et du coup, les vieux, en leur parlant comme ça, on parle de quasiment 50% de la population française. Et mine de rien, il y en a plein qui sont pas cons, malgré ce qu'il peut se dire. Et ils écoutent ce qu'on dit. Bien et sûr. ils voient que les jeunes parlent mal d'eux, etc. Bien et c'est sûr. un peu le même phénomène de ce que tu voulais dire de ton côté. C'est pour que ça pèse la situation, il faut en parler normalement, quoi. Il y a des vieux racistes, mais il y a des vieux cool, il y a des jeunes. Enfin, je trouve ça ouf. Ouais. Moi aussi, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. Je me dis, c'est dommage en fait. Ouais, c'est un peu alors dommage. qu'on devrait faire des trucs quand même. Bah, on devrait se poser et en parler, tu vois, avec tout le monde, avec tous débat. ceux qu'on critique ou dont on se moque, tu vois. Je me dis, ce serait con. Alors, c'est bien de se moquer pour avoir une bonne vanne, mais moi, ça me gêne un petit peu, tu vois. Non, le ricanement, c'est relou. Ouais. Moi, le ricanement, je pense que c'est en train de se terminer. Ouais, c'est en train, mais il y a eu une vraie phase il y a eu vraiment 10 piges, hein, comme ça. Je pense. Oui, mais après c'était bien fait, c'était une autre époque, tu vois, quand encore une fois, quand t'avais Baffy en sniper sur un plateau avec justement Eric et Ramsey ou Jamel, etc., et que ça balançait de la vanne tout le temps, c'était ouf parce que c'était l'époque et ça marchait génial, bien. Et c'était en correspondance. Ouais, mais ils étaient pas dans ça, eux. Bah justement, c'est ça qui était ouf, c'est qu'ils étaient pas dans ça. Et il y a des gens qui l'ont mal lu ce truc-là et qui ont voulu être dans un pseudo truc qui fait que et ça me stresse effectivement parce qu'ils comprennent pas que derrière il y avait du fond et que c'était intéressant, quoi. De ouf. Parce que les gens se rendent pas compte, il y a un truc que si vous voulez refaire un truc, les gens qui écoutent et même toi, c'est un truc qui est fou, c'est regarder les interventions de Jamel chez Ardisson entre 98 et 2004-2005. Où à chaque fois qu'il y a eu un problème dans le monde, que ce soit les attentats de septembre 2001, que ce soit les choses comme ça, la première personne qu'on appelait c'était Jamel, et parce qu'il avait à la fois une analyse hyper fine, à la fois il parlait à tout le monde, et à la fois il était hyper malin, drôle et intelligent et léger comme après, il faut. Après c'était un peu le seul, tu vois. Enfin, après lui, il a un truc, c'est que sur scène, il s'est un peu auto-proclamé porte-drapeau de la banlieue, je vais pas dire ça, mais il a assumé très très vite, tu vois, qu'il allait pouvoir parler de la banlieue, des jeunes. Enfin, tu vois, il y a un vrai truc où il s'est mêlé un peu à ça. Donc en un sens, je trouve ça ouf qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on appelle le rebeu de service, c'est relou et tout, mais ça arrive. C'était pas tant rebeu de service, moi je pensais vraiment qu'ils avaient trouvé le mec idéal pour parler parce qu'il parlait bien, il était drôle, il était fin, quoi. Ouais, mais tu vois, par exemple, il y a un truc, alors je sais pas si t'as un peu capté ça, mais moi, à chaque fois que je regarde des émissions, on n'est pas couché, enfin plein d'émissions un peu, où ça rentre un peu dans l'art, où t'as souvent des buzz, où ça part en couille et tout, il y a un truc où à chaque fois qu'il y a un rebeu ou un Renoir ou quelqu'un ou un rappeur, tu vois, parce que je parle d'un Nekfeu, moi j'avais vu on n'est pas couché avec Nekfeu, je l'ai vu aussi, où ils l'ont enchaîné, le mec Yann Moix, je crois que c'était Yann Moix, c'est Moix qui récite, enfin il dit, et quand vous dites silence et mère de sûreté ta mère la pute, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Gros, déjà tu viens de le dire comme si c'était une récitation de Prévert. C'est ça. Genre tu parles, enfin il y a pas le beat derrière, il y a rien. Genre non, qu'est-ce que tu fais en plus c'est con parce qu'il s'attaque vraiment au seul qui peut vraiment aider. Tous ces jeunes qui nous foutaient dans la merde en disant, tu vois, même il y avait une punchline de, c'était Mac Taylor, non c'était Tandem, qui disait je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime, qui avait vachement choqué les journalistes et tout.
Mais moi, avec du recul, je la comprends. Alors, c'est avec des mots bien précis, c'est agressif. Mais franchement, je comprends. Elle est bien cette phrase. Elle est bien, c'est un peu équivoque, mais tu vois, il y a un truc où, tu vois. Il y a de ça. Ouais. Mais il y a plein de trucs. Après, je parle du rap, mais c'était pour pas parler que des rebeux ou des renois. Mais tu vois, un mec comme Nekfeu, ils vont l'attaquer parce que ça fait partie de ces minorités, du rap, de la banlieue. Tout est un peu dans le même sac. L'islam, les mosquées, les salles de prière, Bobigny. Enfin, tu vois, ils te mettent tout dans un grand sac. Et quand Marion Cotillard, elle va faire une promo, ils vont pas lui demander pourquoi ça brûle à Clichy-sous-Bois. Pourtant. Tu vois, ils ont plus envie de le demander à Leïla Bekti qu'à une Marion Cotillard, sauf que les deux habitent dans le Marais, tu vois, donc... Non, c'est ouf. C'est débile. Les ouf. deux, elles sont dans le cinéma, les deux, elles font du cinéma d'auteur. Tu vois, il y a un truc où je me dis, ils sont quand même pas smart sur plein de plans, et on est en 2018, c'est dommage, quoi. Si toi, dans les interviews, t'as déjà ressenti ça une fois, j'avais ma première... parler des choses Non, mais une fois, j'ai eu peur parce qu'il y avait une meuf qui avait écrit un livre sur son fils qui était parti, genre, en Syrie. Okay. Et c'était ma première télé avec José Garcia, je te jure... Avant de rentrer, en plus il y avait Yann Moix. Je vais te raconter un truc. Yann Moix, c'est vraiment une merde. J'espère qu'il écoutera. Voilà, Melha a dit t'es une merde. Imagine demain j'ai une embrouille, demain ça tout, ils viennent te chercher ton meuble, ton très beau canapé. Je m'en fous, le Café Le 7 il buzz. Moi je suis là pour le buzz, j'en ai rien à branler. Viens, on va dans ta baignoire et on fait comme Jérém Star. Et on met des bulles et tout. Ouais, on va faire ça après. Ah génial, on doit fumer une clope et aller faire un bain. On va faire le selfie dans la baignoire. Génial. T'as une baignoire? Ouais. Putain, tu pèses. T'inquiète même pas. Tu pèses. T'inquiète. Non mais c'est pour le film tout jousse, hein. Okay. C'est-à-dire que ça peut pas être plus familial et plus cool-ups et merdique que ça. C'est-à-dire que vraiment on fait le grand journal. Et c'était avec Maïtena à l'époque et il y a Yann Moix. Et déjà Yann Moix, il va dire bonjour à tout le monde sauf à moi. Ah ouais. Et je me dis mais alors attends, non. Je suis parano, t'es parano, Melha, arrête tout ce truc de la banlieue, les arabes, les myopes, les trucs, arrête. Je me dis ok, peut-être tu m'as pas vu, c'est rien, et puis en même temps je suis pas connu, donc il va peut-être voir les gens connus, je sais pas. Ouais. Je m'assois autour de la table. Moi, je suis très stressé. Je vois la meuf de Daesh, la meuf là, qui essaie de freiner le phénomène de radicalisation. Et je me dis, c'est une rebeu. Son fils, il est parti. C'est une meuf de banlieue. Ils vont me poser une question. Et il y a José Garcia. Et je dis à José Garcia, faut pas qu'il me parle de. Il me dit, t'inquiète, s'il parle, je prends la parole. Je dis, merci, t'es gentil. Okay. Ça va, lui, il est espagnol. Ils vont pas, tu vois. Garcia, Bédia. Voilà, si je te sors mon autre nom de famille, tu vas me dire, ouais, t'es fiché S. Okay. Mais en vrai, tu vois. Et là, avant que ça commence, on est genre à 1 minute avant que ça commence. Et il y a un petit tour de table parce que Michel Galabru était décédé. Donc tout le monde dit un peu son souvenir, mais en off, tu vois. Et moi, je sais plus, je fais même pas une vanne. Je dis, ah putain, j'adorais Michel Galabru, les gendarmes et tout, Louis de Funès, avec mon grand-père, on adorait le dimanche soir, c'était notre rendez-vous familial et tout, bref. Et je dis en même temps, Galabru, franchement, j'étais pas né, donc je peux pas tout sortir tout ce qui sont IMDb, tu vois. J'ai pas... Et là, Yann Moix, il me regarde et me dit, mais c'est affligeant de parler comme ça. Mais c'est ma première télé maintenant. Et ça je suis stressé. Non, ça tourne pas, mais genre 2 minutes 27 après, on est en direct. Oui, non, mais horrible. Et il m'enchaîne. C'est honteux, mais c'est toujours pareil avec les gens comme vous. Et là, je dis quoi? Wallah, je te jure. Et là, je dis ok, qu'est-ce que je fais? Je vois José Garcia, c'est mon gars sûr dans cette ambiance. Ouais. Je me dis comment je vais faire? J'ai entendu, il me dit oh, bah, laisse-le parler, c'est rien. Je dis oui, bah quand même, il a dit les gens comme vous. Bah franchement. Bah, enfin, ça veut dire quoi, les gens comme qui? J'avais envie de l'enchaîner après, je me suis dit mais non, tu vas donner quelle image? C'est ton premier plateau télé, tu vois. T'es dans un truc où t'as les mains moites. En même temps, je vois la meuf voilée à côté de moi. Je me dis, ça va tomber sur moi. L'islam, le voile, première télé, c'est fini. Pas de carrière, walou. Des gens comme vous. Il avait dit oui, mais l'argument de la jeunesse, alors qu'en fait, il faut l'argument de la culture. Je sais pas ce qu'il me raconte. En gros, il dit que je suis une teubée et que j'ai fait une mauvaise. Au lieu de me dire, ta vanne, c'est de la merde. Non, il est parti hyper loin, mais bon, parce que lui, un jour, je vais me le faire, j'ai juré. Ok. Lui et c'est tout. De la Villardière. De la Villardière, faut que je me le fasse. Ouais. Mais de la Villardière, j'ai envie de l'emmener. Je savais que t'allais pas de la Villardière derrière. Je l'aime pas. Ouais, mais je l'aime pas, mais parce on a des vraies raisons de pas l'aimer là. C'est même pas une petite. Lui, c'est bizarre. Hein. Je te dis, ça a commencé moi avec Fary. Parce que moi, j'ai jamais regardé ces émissions. Genre, je sais que ça a fait un truc où c'était marrant apparemment de le voir marcher sur la plage ou je sais pas quoi. Tu sais qu'à l'époque, moi, j'aimais bien le dimanche regarder ce truc-là. Mais je sais qu'il y avait un petit côté de Villepin, journaliste. Ouais, Papa Chum. Voilà, bon, ok. Tu vois, ma mère, elle peut dire, c'est le genre idéal converti, tu vois. C'est ça. Et moi, je l'ai vu juste quand il avait fait le mauvais truc là où il était allé en banlieue là. Ouais. Il avait dit machin, il s'était pris la tête, il voulait pas partir parce qu'il faisait des fausses interviews. Je suis chez moi ici aussi, je sais pas quoi, qui disait des trucs chelous. Et du coup, je l'ai connu qu'à travers ça. Et après, j'en ai juste parlé avec Fary parce que je voulais juste ouvrir avec ça avec Fary parce qu'il est passé dans cet avou et on lui a assis Bernard de la Villardière à côté de lui pendant l'émission. Et Bernard de la Villardière parle pendant 5 minutes de sa passion pour le polo et moi je me focalise sur Fary
et je vois que Fary, il est en train d'écrire un 5 minutes dans sa tête, tu vois, genre je le vois que c'est ouf quoi. Et je lui en parle et il dit j'ai senti beaucoup de mépris chez cette personne, et le sujet de la Villardière est revenu avec Ahmed là il y a la semaine dernière où il dit à peu près la même chose, et du coup effectivement après que tu dises que Yann Moix un jour tu vas te le faire, je savais que le prochain qui allait sortir c'est-à-dire que je pense qu'eux ils se retrouvent à l'entrecôte où ils vont manger quelque part dans un relais, genre le relais Gascon, un truc qui va, et ils font que chier sur les minorités. Je dis même pas que l'islam, les minorités. Tu crois vraiment? Je pense vraiment que c'est des petites... Ouais, franchement, c'est la peur qui les drive peut-être, ouais. Ils ont peut-être peur. Ouais, mais tu sais ce qui est dommage, c'est qu'on leur donne la parole à ces gens-là. Oui, beaucoup. Et puis c'est à des heures de grande écoute, beaucoup, tu vois. Ouais. Et il y en a un des deux qui est sur une chaîne de... Enfin, c'est une chaîne beaucoup, publique, mais même quand même, tu Zemmour vois, France a 2, eu la c'est parole public. beaucoup. D'ailleurs, Ruquier qui s'excuse de rien à chaque fois, et là il le dit très proprement, il dit qu'il s'excuse d'avoir donné la parole à Zemmour pendant si longtemps. Ruquier, je l'adore parce que tu sens que le mec est clairvoyant, tu vois, il va capter les choses. Il sait, ouais. Mais un Yann Moix, après c'est un autre délire Yann Moix, parce que ça touche pas, tout le monde n'est pas au courant d'un Yann Moix, tu vois. Par exemple, on retourne à Clermont-Ferrand parce qu'on aime bien y aller. Ouais. Je te jure, là-bas ils ont pas d'opinion. Ça je pense qu'ils savent vite fait qu'il y a Yann Moix, tu vois. Alors que de la Villardière, ça touche la France. C'est-à-dire que lui, de la Villardière, il a une vraie responsabilité en fait. Le dimanche soir, quand t'es en train de dire autant de merde et d'ineptie et de trucs racistes, et que c'est ça passe. Et tu sais quoi, je l'avais vu dans Touche pas à mon poste. Il était parti genre en mode il avait dit des trucs de ouf, genre le voile, mais on est dans Touche pas à mon poste maintenant. T'es là, tu viens vendre un documentaire qui passe sur C8. Franchement, ferme ta gueule. Fais le gendre idéal, remets ta mèche et ferme ta gueule. Non, mais lui il se débine pas. Mais lui il a peur de rien, par contre. C'est ouf. Je pense que de Villardière, vraiment, il a peur de rien. Tu vois. Mais comment on explique que ces gens-là, ils sont encore là-dedans, quoi? Je sais pas. Je pense que ça marche. Enfin, les gens à qui ils donnent la... Ouais, c'est parce qu'il faut que ça marche, mais c'est comme la une de Bertrand Cantat, c'est comme tout ça, quoi. C'est exactement ça. En fait, je pense que les gens, on est arrivé en 2018 dans une ère où il faut faire du buzz, malheureusement. Et peu importe si ça choque des gens, si ça fait de la peine, si ça... Je pense qu'on est vraiment arrivé à un truc de résultat. C'est ce que j'avais dit à Blanche. Je sais qu'un Café Locel pourra pas vraiment exploser tant que j'aurai pas mon premier clash. Ah, tu veux que je te ramène qui? Yann Moix? Il me faut un clash. Putain, je sais même pas. Je te ramène Thomas Sisley. Ça serait drôle, ça. Tu peux le clasher en disant alors vas-y, sors Word. Ça serait Moi drôle. je sors Word. Ça serait drôle, putain. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'il faut du clash aujourd'hui, et que quand t'invites ce genre de gens, c'est sûr que. Enfin, le mec a une émission hebdomadaire. Hein. Hebdomadaire. Et je sais qu'il y a des gens. Des gens qui vont se faire retourner le cerveau par ce genre d'émission, et après en fait il suffit de leur parler 1 heure et ils comprennent en fait, hein. C'est exactement ça, mais c'est comme des mecs qui vont brûler des voitures quand tu les prends à part et que tu leur dis en fait je comprends, t'as un mal-être et tout, y a pas de problème, c'est quoi ton vrai problème? T'as pas une embrouille avec Citroën pour brûler toutes ces voitures, tu vois ce que je veux dire? Aux gens, ouais. Quand tu parles aux gens, que ce soit des racistes au fin fond d'une province ou des Kairas au fin fond de leur banlieue, parler les aux gens comprennent en fait. Là j'ai eu Jason tout à l'heure par message, Jason Brokers, j'ai mis un extrait de notre épisode sur Instagram, et il dit à un moment donné, il dit parlez-vous les uns les autres, c'est pas aimez-vous les uns les autres, c'est parlez-vous les uns les autres. Mais il a raison. Et il dit que ça va être peut-être le titre de son prochaine heure, parlez-vous les uns les autres, et ça me toucherait vraiment que ça sorte d'un Café Locel, le titre de son prochain spectacle. Mais je pense qu'il y a une vérité là-dessus, c'est que en fait les gens ils ont peur de vraiment se parler, et j'ai eu l'expérience récemment dans un bar, c'était au Petit Tonneau ou au 3 Tonneaux, je sais pas, le truc à République qui est ouvert tout le temps là, et on buvait une bière, j'étais avec je crois que j'étais avec Joseph Roussin et d'ailleurs Marina Rollman, je suis même pas sûr, je sais pas, enfin on était à 3-4, on buvait une bière, et à un moment donné il y a un mec qui s'approche de moi et qui me dit putain, quand je t'ai vu dans la salle, un mec qui parle avec un accent enfin je pense qu'il vient d'Amérique du Sud, il venait d'Amérique du Sud, je sais pas où, tatoué un peu de partout, et genre un peu, enfin qui avait l'air agressif physiquement, enfin qui a essayé de me dominer physiquement dès la première fois qu'il m'a parlé. Et il me sort, la première phrase qu'il me sort, c'est quand je t'ai vu aller dans le bar, j'ai envie de te défoncer la gueule. Il me sort ça comme ça, tu vois. Et là j'ai deux solutions, soit je pars en courant en criant, soit je me fais casser la gueule, soit la troisième solution, je dis ok. Discute, et je dis ok, déjà j'ai de la chance apparemment parce que tu l'as pas fait, et je dis qu'est-ce qui fait que tu m'as pas cassé la gueule du coup? Il dit je sais pas, au final après je t'ai vu rentrer puis t'avais rigolé avec tes copains, et je dis tu vois comme quoi tu fais bien de pas suivre ta première pulsion, du coup qu'est-ce qui t'a donné la pulsion de me... Il dit je sais pas, j'ai envie de me battre à chaque fois que je vais en soirée moi de toute façon, et finalement il avait bu ou pas? Il avait bu, et finalement je l'ai fait parler, il s'est livré. Et limite il fait putain mais cette discussion merci gros, et en fait il y avait sa copine qui essayait de le tirer de moi parce qu'il sentait qu'il était chiant, mais il voulait plus me lâcher, et en fait au final le mec il m'a dit donne-moi ton Instagram, merci mec, on a discuté, ça fait plaisir. C'est exactement ça, mais il faut juste passer le petit moment du début où tu dis où tu vois que les deux froncent les sourcils des deux côtés, et qu'après cut t'es en train de boire un café et vous partagez les mêmes que trucs. J'irais pas boire un café avec lui quand même. Je comprends, parce que moi je lui aurais bien niqué sa merde. Mais bon. Non, mais en fait, je vois ce que tu veux dire. La discussion, quoi. Mais à plein de niveaux, je me dis qu'on pourrait régler tellement des guerres comme ça, je te jure. Vraiment. Je suis persuadé que si on s'asseyait et
qu'on prenait une grenadine, je te jure, on pourrait discuter. Et parler, ouais. Et en fait, c'est le truc de parler sans réfléchir. Enfin, j'ai l'impression que, tu vois, genre, j'imagine les politiques et tout, quand ils s'assoient, ils parlent, mais avec des cadres vachement imposés. Ils savent qu'il faut pas dire ça, qu'il faut pas dire ça. Tu vois, là, j'ai vu... mais c'est encore plus. Ils peuvent pas des vraies discussions. C'est tellement. C'est dommage, parce que c'est tellement. Bah ouais, T'as déjà voté ou pas ? Ouais, tout le temps. Tu votes ? J'ai tout le temps voté. Ouais, moi je trouve que c'est important, je vais rentrer dans un truc tellement bateau, mais alors on a la chance de pouvoir le faire, faut le faire. Okay. Et je m'embrouille avec plein de potes à moi qui sont je connais une meuf qui est genre une écrivaine, et j'ai même plein de potes, mais genre des réals et tout, et il y en a qui te disent bah non, moi je vais pas voter. Mais tu sais que j'ai une opinion, enfin moi par exemple j'ai toujours voté, et là cette élection là j'ai pas voté au premier tour parce que je m'en foutais de savoir contre qui Le Pen allait être servi, parce que Le Pen elle serait au second tour quand il arrive, et puis je savais que j'allais voter contre Le Pen au second tour parce que mon vote il devait être utile, et tu vois genre que je vote pour Macron ou pour Mélenchon ou pour même un mec pour rigoler qui est nul là, les mecs qui disaient n'importe quoi, tu vois genre, enfin tu vois les gens qui se déplacent pour aller voter pour le mec là qui parlait patois, comment il s'appelle, j'ai même oublié son nom, le mec est complètement cinglé quoi. Anglade j'allais dire, Michel. Putain, on l'oublie vite, hein. Tant pis on l'a oublié, tant mieux. Bah je trouve que c'est un geste limite hypocrite, en mode j'ai fait mon geste citoyen, mais en fait j'ai mis un vote d'un mec con. Je vois ce que tu veux dire, mais moi j'ai l'impression qu'on nous rend. Enfin, faut en fait voter, c'est juste prouver que t'existes, parce que sinon en vrai, bon bah t'es en train de donner raison à tous ceux qui pensent que bah tu restes chez toi et que parce que t'as des convictions sur le. Il y a aussi un truc où moi. Ce qui est chaud, c'est qu'on n'a pas connu de candidats. Tu vois, je vois les gens qui ont à peu près nos âges, mais qui étaient assez vieux. Enfin, pour voter Mitterrand en 88, j'ai parlé avec Blanche récemment, qui a voté Mitterrand du coup, et où elle a voté par adhésion. Moi j'envie beaucoup les ricains d'avoir eu Obama pour pouvoir voter par adhésion. Mais moi je sais que je les envie quand je vois leur campagne, moi aussi j'ai envie d'avoir un pins d'un président qui me représente. Non mais tu vois c'est con. Ouais. Enfin là quand t'avais Trump ou Hillary, ça devait être chaud de choisir, hein. Ouais je suis d'accord. Mais bon, c'est la blague de Bill Burr, on a le choix entre le diable et Donald Trump. et je pense qu'il y avait de ça quand même, hein. Ah moi je suis d'accord, mais c'est juste que toute leur campagne, tu vois que c'est quand même beaucoup plus stylé, déjà tout est plus stylé, hein. Même si aussi il y a une forme d'hypocrisie et qu'ils sont pas mieux que nous, hein. Non, ouais. Je dis juste qu'en vrai, je sais pas, l'engouement qu'il y a autour des campagnes là-bas, et puis je suis sûr que les jeunes ils sont quand même beaucoup plus touchés par leur par qui va être élu qu'en France, nous, bon. Alors après, j'ai une deuxième réflexion sur le vote récemment, quand même. Je me suis dit, parce que là, j'ai entendu Macron parler avec Mediapart et Bourdin là récemment, et il dit faut faire attention parce que quand les Français votent, ils votent pour un président qui a le droit de vote, le droit de veto à l'ONU, qui a l'arme nucléaire, qui est une des plus grosses armées du monde, qui a des marchés financiers très importants. Et en fait, il vote pour une des 4-5 personnes qui pèsent dans le monde aujourd'hui. Et en fait, quand il dit ça, il disait ça pour dire qu'il était fier de représenter ça. Mais moi, au moment où il dit ça, il m'a fait penser à toute autre chose. Il m'a fait me dire, mais en fait, d'où nous, là, moi, et les Français en général, ceux qui ont le droit de vote pour aller voter, d'où on a la chance de... Enfin, d'où on va voter pour une des 4-5 personnes qui vont être les plus importantes dans le monde. Bien sûr, tu vois, t'as les pays nordiques qui ont un QI de 150, qui parlent 5 langues à 12 ans, et ils élisent une espèce de maire de grande ville quand ils élisent leur président. Ouais. Et nous, on va élire un mec qui surpèse alors qu'on est là en mode gna, Mélenchon, on l'aime bien, machin. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais bon, à un moment donné, t'es obligé d'où on choisit ça, tu vois. Genre, c'est trop chelou. D'où ils ont ça, d'où ils ont tous ces pouvoirs, surtout. T'as vu ? C'est ça le problème. Ouais, ça m'a fait flipper. En fait, quand il a dit ça m'a fait flipper. Je me dis, mais d'où on vote pour lui ? De toute façon, je pense qu'avec un Donald Trump, là, on va tous un peu réfléchir à ce qui est politique aujourd'hui, vraiment, avec un grand P, parce que tu te dis mais le mec est... Tu sais que le matin je me suis réveillé quand j'ai vu qu'il était élu, j'ai dit c'est une blague. Ouais, c'est ouf, hein. Le mec est fou, le mec il tweet. C'est ouf. Il tweet comme à l'époque Swagman, tu vois. Pour moi c'est Swagman de la politique. 70 piges, hein. Le chef du Twitter game a 70 piges aujourd'hui. C'est ça, c'est ouf. Il aurait pas pu juste rester millionnaire. C'est un malade. Tu sais, mais moi demain, si je réussis et j'ai les idées que j'ai les idées, enfin peu importe. Le mec c'est un raciste, un débile fini. Mais t'as de l'oseille, t'as réussi, t'as une famille. Pourquoi tu vas aller nous casser les couilles à chercher le pouvoir, le vrai pouvoir ultime ? Tu sais, je me dis vraiment. Il y a des rumeurs qui disent qu'il voulait pas du tout l'être, hein, et qu'il pensait pas qu'il le serait. Ouais, mais même pour la vanne d'y aller, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ah non, mais t'as pris la place de, tu vois ? Ouais, c'est chaud. Ouais, il panique, le mec, ça se voit qu'il panique en plus. Ah, c'est horrible. Ça serait une réflexion à avoir. Mais on va juste encore deux trois sujets, parce que justement tu dis aussi un truc vis-à-vis de l'injustice. Tu dis que c'est un des trucs qui te drive le plus et c'est là-dessus que tu veux rigoler en fait. Ouais, c'est l'injustice. Bah, je trouve que c'est les meilleurs contre-pieds, quoi. Ouais. Après, c'est aussi, moi c'est important pour moi quand je me dis tiens je suis humoriste, si je monte sur scène, de prendre le micro, d'avoir une vraie voix, enfin d'essayer en tout cas de parler et tout ça, c'est une vraie prise de parole finalement. Et je me dis, tu sens une un truc, enfin que
Tu sens que c'est important cette prise de parole, tu vois, tu la négliges pas, quoi. Ouais, non, tu te dis, c'est pas je rentre à court, je sors à jardin et puis je me barre, quoi. Ouais. Et je suis contente, j'ai été complète ce soir et je rentre dormir. C'est pas du tout ça. Ou alors, faut que je fasse un bon spectacle, comme ça je ferai du cinéma et je vais être connue et la France va m'adorer. C'est pas ça, je pense que c'est bien plus profond que ça en vrai, tu vois. Je me dis, il y a un vrai truc sur les injustices, mais bon, j'ai l'impression d'être une Miss France quand je parle comme ça, mais tu vois, si nous on va pas parler de trucs qui nous animent et qui sont horribles. Alors, je vais pas dire qui va le faire, non, mais je me dis... Non, mais il faut que ça rejaillisse de toi. Moi, j'ai une espèce de bible de mode de vie de stand-upper où je rajoute des points à chaque fois. Ouais, mais je comprends. Et le premier point, je suis pas là pour tous les dire parce qu'il y a des trucs très personnels dedans, mais le premier point, c'est que je pense que quand tu fais du stand-up, c'est une promesse que tu te fais à toi et aux gens que tu vas rencontrer sur scène d'essayer d'être une meilleure personne chaque jour. Bien sûr. Et que ça va rejaillir en fait sur le public et que je pense que le texte, après quel qu'il soit, si toi dans ta tête et tous les jours tu essaies de progresser en tant qu'être humain, ça va se rejaillir sur scène et je pense que c'est ça la connexion importante avec le public. C'est cette relation de confiance de vous inquiétez pas, ça va s'améliorer. Ouais, et justement, ça va en contre-pied de ce qu'on voit aujourd'hui où les gens condamnent, c'est-à-dire que la personne a fait une erreur et c'est fini, on n'a pas plus entendre parler. Attends sa réaction. Moi j'ai vu The Defiant Ones où on parle de Dre, où il avait pété les plombs avec la journaliste de MTV et il dit bah ça a été un travail où Jay-Z qui parlait Letterman qui a trompé Beyoncé et c'est les deux, ils ont le processus de j'ai touché le fond mais depuis je me suis fait une promesse d'être meilleur chaque jour et en fait ça m'a fait progresser en tant que personne. Et c'est pour ça que le stand-up c'est limite très spirituel dans un sens, mais je suis assez d'accord avec toi. Après, moi, en étant musulmane, je me dis qu'on peut allier islam et stand-up. Toi, si c'est le christianisme, on peut dire. Moi, c'est de l'athéisme, beaucoup. Athéisme et stand-up. Enfin, je sais même pas, en fait, j'ai pas de mots. T'es agnostique? Même pas, il me saoule ce mot parce que je crois que moi, les gens qui me disent je suis agnostique, j'ai envie de les convertir de force. Juste parce que le mot me dégoûte. Pas du tout par conviction religieuse. J'ai envie de leur dire, mais tu dis agnostique. Là, t'es en train de boire un verre, on est à l'apéro, tu dis je suis agnostique. Non, c'est insupportable. T'as une force supérieure et tu sais pas trop, mais nique ta mère. C'est insupportable. Non, ça, c'est insupportable. C'est le mot qui me dérange, pas les gens qui pensent. Je sais, j'ai bien compris. Je peux croire en ça. Mais pareil, ce mot, il me dérange aussi. Et du coup, sauf que du coup, moi, j'ai pas vraiment de mots. Mais par contre, je sais que, il y a ce côté, effectivement, le stand-up fait partie d'une sorte de spiritualité. Tu dis qu'on peut mélanger stand-up et islam, pourquoi on pourrait pas? Il n'y a aucune raison. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Et les trois religions, ou même le bouddhisme, ou ce que tu veux, quoi. Ouais. Après, la scientologie et le stand-up, c'est chelou, je pense. Putain, il y a l'église de Scientologie qui m'a proposé de jouer là-bas, je crois, une fois. Je t'en supplie, vas-y, juste pour nous dire comment c'est. Paul, il veut y aller, moi je veux pas. Ah, vas-y, dis-lui qu'il nous raconte. Il veut y aller, donc peut-être que s'il y va, il le racontera. Et l'église de Scientologie à Paris? Ouais, mais meuf, genre, ils sont parfois. En fait, je sais plus où j'étais à un plateau récemment où il y a le mec qui m'a demandé plein d'infos et tout. Et en fait, il y a un mec qui vient me voir et qui me dit, ouais, c'est un mec qui fait partie de l'église de Scientologie. Et. En gros, moi, la scientologie, tout ce que je sais de la scientologie, je le sais. C'est le placenta, moi je te dis la vérité. C'est quoi? Histoire du placenta. C'est quoi ça? Quand une femme elle accouche et qui sont scientologues, quand le couple est scientologue, ils doivent manger le placenta. Tom Cruise a mangé le placenta de Katie Holmes ou non, Katie Holmes, c'est ça. Wow, sale. C'est pour ça que moi je veux bien les écouter, mais il faut pas qu'on parle de près. Je le sais de Bill Burr, tu vois, genre Bill Burr il a fait un sketch sur la scientologie que je trouve incroyable et du coup je sais à peu près la chose là-dessus. Bon, tu sens que c'est chelou quand même, tu vois bien que c'est comme Raël et les Raéliens. Hein. C'est chelou, hein. Tu sens que c'est une secte et pas une religion, tu vois ce que je veux dire? Après le truc, tu vois, genre moi j'ai pas forcément de religion, toi t'es de religion musulmane, il y a des religions chrétiennes, religions bouddhistes, comme on dit, il y en a plein. Après, ce que je me suis dit avec la scientologie, je pense que ça peut être un angle de point de départ, mais c'est qu'il faut bien que ça parte à un moment donné. Tu vois, ça a l'air ridicule maintenant parce que ça a 30 ans. Ouais. Mais si ça tient de 500 ans, il va y avoir des mythes qui vont se mettre dessus, des choses, tu vois. Je suis d'accord, parce que peut-être que dans 500 ans, c'est le nouveau judaïsme. Quoi. J'avais un texte là-dessus où je m'étais demandé. J'avais un texte là-dessus où je m'étais demandé. Et Tom Cruise, ce serait un prophète? Bah, je pense. Ouais. Et ça serait un messager. Ça serait ouf. Et regarderait les films Mission Impossible comme des messages du prophète, quoi. C'est possible. C'est genre le messager, quoi. Et moi, je me suis demandé si, quand Jésus, il a écrit tout ce qu'il a écrit ou ce qu'il a fait, ce qu'il a essayé de faire, est-ce qu'il savait à ce moment-là qu'il allait marquer le temps aussi longtemps, tu vois? Moi, en tant que religieux, je vais te dire oui. Oui, forcément, oui, c'est un prophète. Ouais, Tom Cruise, je pense qu'il le sent aussi. Hein. C'est ouf, hein. Ouais, je pense qu'il croit qu'il a été envoyé. C'est ouf. Mais c'est vrai que c'est pas con ce que tu dis, c'est une religion. C'est une secte pour moi, mais c'est vrai que pour eux c'est une religion, mais c'est une religion qui est nouvelle. Oui, c'est nouveau, et puis il y a le côté secte. Puis attends, il y a des trucs un peu chelous. Il y a le côté lobotomie, ouais, parce que moi j'ai dit le mec à qui j'ai parlé qui voulait que je joue là-bas, tu sentais qu'il n'y avait pas la lumière à tous les étages, hein. Tu sentais que. Non, mais tu vois, qu'il y avait une forme de. Il y a quelqu'un qui lui parlait en même temps qu'il me parlait, quoi. Ouais, c'est ça, il était en double discours, en double entente, tout. C'était chelou. Donc, non, putain, mais j'aimerais bien qu'il y en ait. Allez-y, comme ça vous nous racontez comment c'est chez eux. Je veux voir leurs locaux. Ouais, putain, je sais pas ce que ça donne, ça me fait vraiment peur. Genre, je dis, moi j'ai l'impression qu'ils vont tu sais, de jouer devant des gens cagoulés. Tu vas aller échanger du sang et tout. Oh là là, je sais pas ce qu'ils font, ces gens-là. Je sais pas. Mais j'ai envie de comprendre quand même. C'est comme les francs-maçons, moi je voulais me faire infiltrer, mais bon là, maintenant que je l'ai dit, c'est mort, je pense. Mais... Et voilà. Mais j'avais une copine que je vais mettre à la Grande Loge de Lorient, tu vois, des francs-maçons et tout. Je suis fasciné.
À une époque, j'étais très fasciné. J'ai acheté tous les trucs, Le Point, les Illuminati, les trucs. Comme tout le monde, j'étais tombé un peu dans le truc de. Attends, il y a la théorie du complot, mais là aussi, c'est le nouvel ordre mondial. Mais non, attends. Et après, tu te rends compte que non, c'est juste de la merde. Mais il y a un vrai truc avec les francs-maçons qui m'inspire. Moi, en fait, ça me dérange beaucoup. En fait, moi, il y a la phrase qui dès que je l'ai découvert, c'est Groucho Marx. Ça drive vraiment ce que je pense de la comédie et ce que je pense de ma vie en général. C'est quand il dit je ne ferai jamais partie d'un groupe qui m'accepterait comme membre. Et vraiment, je pense qu'il y a de ça, moi. Et ça vraiment, non, mais attends, tu veux ça me tient. Et du coup, genre, j'ai ce problème de me dire, ouais, genre, ces gens-là, à un moment donné, même si je vais les voir pour jouer devant eux, enfin, ces gens-là me dérangent. Oui, bien sûr. J'ai envie de faire rire tout le monde. Je fais pas de différence. J'ai pas envie de faire rire. J'ai envie de faire rire. Mais s'il faut, au One More, t'as déjà fait rire des scientologues, peut-être des futurs serial killers, peut-être des gens chelous. Je sais pas. Un futur terroriste sûr. Moi, j'en connais un qui est venu, mais je pourrais pas dire. Pas te faire de problème. Ok. Mais au moins sur futur attentat, c'est un mec qui était au One More. Je rigole. Mais du coup, ouais, non, je sais pas. Moi, il y a un truc qui me dérange. Après, moi, beaucoup. il me fascine au même titre qu'il me dérange et qui m'intrigue et qui me dégoûte. Mais il y a un truc quand même de fascination de. Waouh, attendez. Tous là ensemble, vous êtes 130 personnes dans cette salle et vous pensez au même truc chelou en même temps. Moi, ça me dérange parce que si tu veux, pareil, moi, je connais des gens, genre, mon père, il a fait un peu de business. Je connais des gens qui auraient pu se faire approcher par des loges franc-maçonniques. Ouais. Et je sais que mon rep, notamment, et une autre personne de mon entourage plus vieille, je les ai pas lâchés pendant quelques jours. En mode, mon père, je le faisais chier en mode, tu me le dirais si t'étais franc-maçon? Et il me disait, bah ouais, mais je le suis pas. Et tu chantais rien? Non, je chantais rien. En plus, je sentais qu'il était honnête. Mais je me suis dit peut-être que les francs-maçons c'est des ouf et qu'ils ont une formation pour avoir l'air honnête dès la première question. Et du coup, je l'ai travaillé pendant 3 jours en mode, au fait, papa, nouvelle question comme ça, genre aléatoire, t'es franc-maçon ou pas? Et il me répond, et en vrai, je suis sûr qu'il l'est pas. Non, mais s'il m'avait dit, si j'avais senti une seule fois qu'il l'était, je te jure, je lui aurais mis un coup de pression pour quitter ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je faisais la même chose avec ma mère, j'étais sûr que c'était pas ma vraie mère. C'est autre chose, ça. S'il te plaît, je veux qu'on envoie un test ADN à Madrid, c'est 29 € et tout, faut mettre dans la petite enveloppe. J'avais commandé l'enveloppe, j'étais de le faux. C'est autre chose, ça. Tu sais, en telenovelas de tu n'es pas la mère de la mère que j'ai reçue, de la mère. Envoie mère au 7 21 21. Ouais, envoie ADN. Ouais, enfin bon, en tout cas, je lui ai fait la guerre et je pense qu'il l'est pas, mais s'il l'avait été, je lui aurais demandé de quitter cette mascarade. Je comprends. Parce que les grands trucs qu'on se redonne. Et je pense que c'est ça qui fait que ça va mal dans le monde aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui pensent encore que ça se contrôle comme ça, quoi, que tu peux faire des grands plans. Alors que de moins en moins. Après, je pense qu'il y a des trucs qu'on sait pas. Par contre, je suis dans un queutru. Et après, voilà, c'est des trucs qu'on sait pas. Et enfin, voilà, j'ai même pas regardé de documentaire là-dessus parce que je veux pas savoir. Ça t'énerve. Je veux pas savoir. C'est comme, tu sais, ça m'est arrivé avec. Il y a des potes qui sont allés voir. Enfin, c'est autre chose, mais c'est pour élargir un peu. Il y a des potes qui sont allés voir un mentaliste comme Mesmer. Ouais. Putain, ouais. Et je voulais surtout pas y aller parce que je veux pas. Enfin, apparemment ça marche, mais je veux vivre dans un monde où ça marche pas, quoi. Donc je veux pas y aller parce que je veux pas vérifier que ça marche, quoi. Ouais, franchement, ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, ouais. Moi, par exemple, j'ai fait une séance d'hypnose plusieurs fois parce que je faisais des crises d'hypocondrie, très hypochondriaque. Ok. Elle m'a un peu guéri de ça, tu vois. Ok. Et c'était cool. Et j'ai des potes que j'ai envoyés, du coup, qui ont arrêté la clope. Donc, tout ce qui était hypnose en mode médical, ça m'allait. Parce que je me dis, c'est un peu la nouvelle médecine douce, tu vois. Ouais. Mais après, tout ce qui est mentaliste, sur scène et tout, franchement, je sais que ça marche. J'ai vu des potes, mais comme des fois, t'es au Comedy Club, il y en a un, tu vois. À l'époque, ça m'a fait un peu flipper, moi. Hypochondriaque, dans quelle situation tu te sentais hypochondriaque? Oh, bah, dans la vie, hein. Le en quotidien, général, dans un quotidien acerbe. Ok. Mais ouais, j'étais hypochondriaque de j'ai tout. Okay. Je pense que j'ai une maladie orpheline qu'on va découvrir et de cette maladie va naître la nouvelle maladie du 22e siècle. Et genre, ils vont l'appeler la Melha. Ah, c'est comme ton nom restera. C'est génial, comme le sida, hein, c'est un nom qui restera, tu vois. Tu crois que c'était le prénom de quelqu'un, Sida? Ouais, je pense que c'était un mec qui s'appelait Saïd, mais ils ont mal écrit. En fait, Sida après ça a donné. C'est un anagramme. Putain. Saïd Sida, putain, on l'a trouvé, ok, bon bah écoute. Je pense qu'on va faire des recherches. On va faire des recherches et je pense qu'on est sur pas mal de trucs. Il y a encore 2 petits points que je voulais aborder avec toi, c'est le foot forcément parce que t'as été footballeur pro pour le PSG, quoi. Ouais, grave, j'étais pour l'OM en plus, donc je vais pas y aller sur la confrontation MPG tout de suite, je vais y aller sur le fait que t'as été... Tu vas faire quoi? De toute façon, tu vas faire quoi? Non, rien, je sais que t'aimes l'OM au fond, ça me va. Mais... Toi, t'es pour Paris? Non, Marseille, t'es où? Ah, bah alors on va pas s'embrouiller, t'as vu, on allait s'embrouiller pour rien. Non, moi je suis Marseillais. Depuis que en gros, moi j'ai commencé à aimer le foot France 98, j'avais 9 ans. Et l'année d'après, c'est la saison de Marseille-Bordeaux 98-99. Très bien, je vois très bien. Et moi, genre le maillot or. Pareil que toi, moi, c'est à l'époque Ravanelli, Pires. Ouais, maillot or, finale contre Parme, tout ça, quoi. Genre, alors, beaucoup de déceptions, mais j'ai compris ce que c'était qu'être un supporter. Et mon frère, à l'époque. Enfin, moi, mon frère qui aime pas vraiment le foot aujourd'hui, mais il a eu sa période Monaco, Bordeaux, Lyon. Il a fait toute la France. Il a fait toute la France parce qu'il s'en foutait du foot en vrai. Il faisait un peu comme son grand frère, tu vois, genre d'aimer le foot. Mais moi, Marseille, il y a eu un truc de.
Marseille a perdu contre Parme, mais je reste pour Marseille. Il y a eu des années horribles derrière, je reste pour Marseille. J'ai eu quelques belles années, je reste pour Marseille. Quand on a gagné le titre, je passais mes concours et j'avais un concours le lendemain et j'ai vu le match du titre dans ma chambre d'hôtel avant de passer mes concours. Je criais tout ça dans ma chambre. Enfin, tu vois, j'ai eu des trucs comme ça. Mais du coup, toi, t'as été footballeur pro quand même, déjà ? Ouais, mais j'ai toujours. Moi, comme toi, déjà, Marseille, il y a un truc où c'était du bon sens d'être pour l'OM. De toutes les équipes qu'on me proposait, c'était Marseille. Je l'ai senti, je me suis dit, c'est Marseille. Ah, il y a une ferveur derrière. Ah, il y a un vrai truc, je sais pas d'où ça vient. Peut-être le club, l'histoire du club, je pense. Ça vient, moi, c'est que honnêtement, et ça, c'est la vérité, c'est que pour les 2-3 matchs dans l'année, des saisons où ça se passe bien, où le Vélodrome il crie comme contre Leipzig, moi c'est ça en fait. C'est-à-dire que moi, Marseille-Newcastle 2004, je peux te citer des moments où le Marseille-Lyon 2003 ou 2005 en Coupe de France, où on renverse le score à la dernière minute et où le stade tremble. Il y avait même un match contre Montpellier comme ça où c'était 3-0, ils 0-4, 5-4, non c'est 0-4-5-4 et c'est 98-99. C'est ça, voilà. Et la vidéo est ouf. Bah, c'est des moments où tu sens une ferveur derrière que je ressens nulle part autre en France en tout cas. Et non, il y a, je sais pas ce qu'il y a avec ce club, mais il y a un truc où soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Mais quand tu l'aimes à vie en fait. Ouais, il y a de ça. C'est un truc, c'est un enfant quoi. T'as l'impression que c'est ton gosse quoi. Mais il y a des raisons pour lesquelles le foot c'est le sport le plus populaire au monde. Parce que tu peux jouer partout dans le monde sans connaître les règles, en étant 1, 2, 12. Tout le monde, il y a pas de. Peu importe ton niveau social, tu vois, que des très riches peuvent jouer avec des très pauvres et au final ils vont tous s'embrouiller pour le corner, savoir s'il est vraiment. C'est un 6 mètres, tu vois, il y a un vrai truc avec. Mais alors, moi ma question sur le foot, c'est comment ça se fait que tu dois aller à Cleveland pour jouer au foot quoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, au PSG, moi j'ai commencé le football féminin au moment où il y avait 2 clubs dans la France entière, tu vois. Ouais, il y avait Paris, Lyon, ça commençait, mais c'était compliqué pour moi. Il y avait la Colombienne, qui était le club de Colombes du Racing, en fait. Okay. Et du coup, j'ai commencé au Racing Club de Colombes, parce que j'étais d'Anières, donc c'était à côté. Et après, ils m'ont dit, ah putain, t'es forte. Et ma mère, je te jure que c'est vrai, elle regardait tous les matins William Lémergie, tu sais, je sais plus comment ça s'appelait, Télématin. Ouais. Et un jour, il y a je sais pas, une espèce de petit reportage, petit docu sur le football féminin. Ma mère, elle prend des notes et elle se rend compte qu'il y a une équipe de football féminine, au Parc des Princes, au Camp des Loges, au Paris Saint-Germain, à Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Et du coup, elle me dit, bon, bah, on a une surprise pour toi. Je me rappelle, j'étais sorti de l'école, elle m'a dit, on a une surprise pour toi, on va t'emmener faire les tests, tu vois. J'avais été avec ma soeur, elle avait pris le RER, c'est loin. Tu sais, t'as vraiment le temps de changer d'avis 20 fois, le RER. Saint-Germain-en-Laye, c'est loin. J'arrive là-bas, ils me prennent. Je me rappelle, j'avais pas bien joué, j'avais une gastro, mais tu sais, comme les vrais footballeurs, quoi. J'arrivais en mode, ah là là, je suis pas bien, ils vont pas me calculer. Faut que je me fasse voir quoi, tu vois. Et du coup j'entame la saison là-bas et à la fin de chaque saison il y avait des détections en fait là-bas. Et le vrai football féminin il est répandu où aux États-Unis, tu vois. Ah oui, aux États-Unis c'est que pour... c'est-à-dire que le football féminin aux États-Unis c'est l'équivalent du football masculin en France, tu vois. Et du coup ils étaient venus faire des détections à la fin de la saison et ils m'avaient proposé il y avait Cleveland et je sais plus quoi comme ville. Je crois que c'était pas Chicago, il y a un autre truc. Cleveland et il m'avait Quelle année Cleveland ? Enfin c'est quelle année ce moment ? J'avais 11, 12. Non, c'était. Attends. C'était entre 2001 et 2004. Ok, quoi. C'est avant James. Voilà. T'aurais pu arriver à Cleveland en même temps que LeBron James. C'est pour ça que je voulais savoir la date. Mais parce que Melha et LeBron en même temps, Cleveland, ça aurait peut-être explosé. On aurait représenté la France, mais alors là. Je sais pas, ça aurait été. Mais du coup, ma mère et donc ils me proposent. Il y avait des documents et tout. Je me rappelle, ils avaient expliqué avec un petit dépliant et tout ça. Et ma mère avait refusé, elle m'a dit mais tu ne vas pas aller à 11 ans ou 12 ans à Cleveland par contre. Déjà j'avais pas le droit d'aller jusqu'à Saint-Lazare. Donc comment te dire que Cleveland c'était hors de question. Toi t'avais envie ? J'ai très envie. Ok. À 11 piges on te dit tu vas aller faire des tables de multiplication à Saint-Joseph à Nières-sur-Seine. Et avec le recul tu serais... Enfin, là, genre mon frère, j'ai 2 frères et mes 2 frères qui m'ont vachement initié au football. Ils m'ont dit putain t'imagines si t'étais parti t'aurais été une star du foot aux États-Unis. Tu vois. Ça aurait été drôle. J'aurais été rigolo. Enfin, je t'aurais pas connu, mais ça aurait été drôle. Je t'aurais fait des dédicaces subliminales. J'aurais pensé à toi. Ouais, c'est cool. Ok, alors dernier petit sujet, et après on peut arrêter. J'avais envie de parler pour finir de la nuit. Parce que, en fait. Un truc avec la nuit dans le spectacle, putain. Je sais, ok, j'ai pas vu en entier encore, mais je sais qu'il y a un truc où tu as dit dans pas mal d'endroits que t'écrivais la nuit, que ça se passait la nuit, que t'aimais ça. D'ailleurs, tu dis comme Rihanna et Baudelaire, je trouvais ça drôle de les mettre dans la même phrase, et je comprends complètement, d'ailleurs. Mi à l'absinthe, mi au touchy, quoi, enfin, à la beuh, elle est plus en weed. Ouais, mais de toute façon, moi je te dis, la seule personne pour laquelle j'ai vraiment eu des sentiments dans les 2 dernières années, c'est Rihanna. Donc, putain, je suis contente, moi j'aime pas Beyoncé. En fait j'aime bien, c'est charmé ce qu'elle fait et tout, mais elle ne me touche pas. Moi Rihanna en tout cas je suis un peu amoureux et Rihanna je trouve qu'elle est touchante, t'as envie de traîner avec elle, tu vois qu'elle s'en bat les couilles. Et puis enfin je vais aller assez loin, mais j'en ai parlé dans l'épisode avec Paul, le premier épisode avec Paul Chavannes, parce qu'il y en a eu 2 depuis, où je disais que je suis persuadé que si un jour on se rencontrait,
il y aurait un truc qui se passerait. Genre, j'en suis sûr, quoi. Écoute, genre, ça se passerait dans le regard, quoi. Bon, bref, c'est un autre problème. Non, mais tu sais quoi, écoute, je te soutiens. Ok, c'est cool, merci, mais là, parce que ça me fait du bien de penser ça. Il y a un restaurant, elle va souvent, et il y a genre 3 semaines, elle y était. À Paris ? Chez Ferdi, ça s'appelle, rue du Montabor, je te jure. Ok. C'est un restaurant de tapas trop bon, un peu aïe, bobo, cinéma et mais qu'est-ce qu'elle fout à Paris ? Je sais pas. Je suis pas au courant qu'elle est à Paris. Bah c'est pour ça que je te dis, faut que t'ailles traîner dans ce resto. Ok, bon. Prendre un petit cocktail. Nouveau tournant dans ma vie. Allez chez Ferdi. Je vais aller chez Ferdi. Bah, je vais y aller tout le temps, t'es ouf ou quoi ? Ok, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait, pourquoi je veux parler de la nuit, c'est que moi, j'ai encore ce truc assez bizarre. Ça fait bientôt 2 ans que je fais ça. Et j'ai encore ce truc, par exemple, de me lever vers 9h30, 10h la semaine et me lever plus tard le week-end. Ouais. J'ai encore ce truc de après 2h du matin, je culpabilise d'être encore debout. Je comprends, machin. On l'a tous ça. Mais après, toi, t'es insomniaque ou pas ? Je sais pas ce que ça veut dire insomniaque parce que en Est-ce que t'as des galères pour te mettre au lit la nuit ? Est-ce que t'as eu ça ? Moi j'ai eu ça longtemps et là ça va beaucoup mieux. En fait, dès que c'est l'heure de dormir, je vais me coucher, mais je peux rester jusqu'à 4h du matin. Ouais, si tu ouais, t'es pas un... Oui, ok, d'accord. Mais je suis pas insomniaque, si je me couche, je peux dormir, quoi. Genre, d'accord, ouais. T'es pas dans un truc où tu cherches le sommeil. Non, non, je crois pas. J'ai toujours réussi à m'endormir, mais je sais qu'il faut que je touche. Non, je touche pas du bois, on s'en fout, c'est une superstition de merde. Mais je sais qu'il faut que je fasse attention parce que je sais que ça peut. J'ai eu ma première nuit d'insomnie il y a 3 semaines, je crois, où j'ai pas réussi à m'endormir, j'avais pas encore déménagé. Ça avait un lien avec un truc ou pas ? Je crois pas, ouais, peut-être. Mais il y avait plein de trucs en même temps, tu sais, après le nombre de les scènes, le fait de déménager bientôt, tout ça, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, j'avais hâte d'avoir la prochaine nuit derrière. Parce que j'ai eu peur, je me suis dit, quand tu deviens insomniaque, il y a bien une première nuit d'insomnie. Et peut-être que j'étais devenu insomniaque. Ouais, tu t'es fait dépuceler de ta première nuit d'insomnie. Et je me suis dit, c'est peut-être. Et en fait, depuis, j'arriverai à dormir. Donc c'est cool. Mais toi, qu'est-ce qui se passe la nuit ? D'où tu tires ces énergies-là ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? En fait, moi, comme je suis quelqu'un de très angoissé, très stressé, qui doute beaucoup, et a fortiori hypocondriaque, comme j'ai tout ce bagage, hein, voilà, petit bagage. Du coup, moi, la nuit, c'est un truc où je suis pas bien, moi, la nuit. Okay. J'ai l'impression que tout ce qui est mal arrive la nuit, tu vois. Okay. Genre les viols, les relations non consenties, les accidents de voiture, l'alcoolémie, tu vois, tout arrive la nuit pour moi. Okay. Et du coup, j'ai un problème avec la nuit, c'est que je me sens pas à l'aise la nuit. J'ai l'impression que toutes les galères, elles arrivent la nuit, je te jure. Et du coup, c'est pour ça que je suis toujours très entouré la nuit, où maintenant, j'arrive beaucoup mieux, j'ai un appart, je peux dormir seul et tout ça, mais c'est très très rare que je dorme seul en vrai. Ok, t'as vraiment ça. Avec la solitude et la nuit, en fait, je bois pas, je fume pas, il y a pas un truc qui peut altérer un peu mon comportement. Donc c'est très dommage déjà. Mais tu vois, je suis sûr que si je fumais ou si je buvais un peu d'alcool et tout, la nuit, je serais... Ouais. Je sais pas ce que je ferais, mais je ferais des trucs. Je pense que je ferais des exposés. Et tu vois, le fait de pas fumer et pas de boire, t'as une barrière, enfin c'est hors de question quoi. Je suis une flippette. Ok. Je suis une flippette vis-à-vis de la religion et je suis une flippette vis-à-vis de la santé. Tu me diras oui, mais tu manges aussi mal. Enfin, j'ai plein de potes qui boivent pas mais qui fument quoi. En fait, je te dis la vérité. Alors j'espère que mon frère n'écoutera jamais ce podcast, mais qu'il écoute de toute façon. Ça y est, on est en 2018. Je couperai si tu veux. Non, tu peux laisser. J'ai fumé à genre 15 piges ou 16 piges avec des copines. Elle m'avait fait une indienne, tu sais. Ouais. Et j'étais complètement fonce-dé. Mais fonce-dé. C'est-à-dire que j'ai été au grec, j'ai mis 37 minutes à commander mon sandwich. Je disais, alors les tomates. Fonce-dé. Quelqu'un de fonce-dé. Et j'allais voir les gens. Ouais, je te jure, j'allais voir les gens dans la rue, je leur disais, ça s'arrête quand l'état ? Parce que là, ma mère, elle va m'appeler. J'avais une hantise. C'est que ma mère appelle. Et ma mère m'appelait 27 fois par. C'est mère juive dans sa tête. Hein. Donc. Et quand elle m'a appelé, j'étais avec des copines qui étaient, elles fonce-dé, mais ça va, c'était pas la première fois. J'ai répondu, je dis, je vais réviser chez Nawel, on n'a pas fini, on prépare, peut-être je vais dormir chez elle, mais alors faut qu'on aille imprimer à la téléboutique des images pour coller sur le panneau. Écoute-moi bien, un robot, Stéphane Hawking, je parle à Mariam, Stéphane Hawking, comme ça. Ma mère s'est passée, je ne sais pas par quel miracle, et là, je prends un taxi, parce que moi, je sais pas pourquoi je voulais prendre un taxi, je dis à mes copines, on rentre, on va à Gennevilliers. Je prends le taxi, et là, il y a FIP Radio. Et j'écoute FIP Radio. Et là, avec la fonce D, je me dis, c'est un voyage. Ouais. Et là, je dis au mec, excusez-moi, je vais sur Internet, je tape FIP Radio Paris. Ouais. Je vais chez FIP. Okay. Fonce D, tout ça dans ma fonce D. Hein. Ah, tu vas chez... Ok. Ma copine, elle me dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? On va en avoir pour 40€, on n'a même pas 40€ de taxi. Je dis, ta gueule, il me faut la playlist. Non. Je suis allé chez FIP Radio, ils m'ont donné la playlist. Non. Je te jure, c'est vrai. T'es allé au bout de ton délire. Hein. Ouais, la folie et la persévérance. C'est beau. Et après, on est rentré. Je me rappelle, j'ai pensé, t'as des idées parfois, mais là, t'es allé au bout, quoi. J'ai été chez FIP Radio. Et comment ils ont réagi quand ils sont vus arriver pour dire j'aimerais avoir une playlist ? Ils ont dû se dire c'est des punks à chiens, tu vois, des punks. Tu sais, on est arrivé, on était débraillés et tout, on avait mangé un grec, on venait de Courbevoie, enfin, rien n'allait. Et j'ai demandé la truc, ils m'ont imprimé la playlist. Ah, c'est drôle, putain. Okay. Voilà. Et après, j'ai fumé il y a pas longtemps, avant le début du spectacle, parce que le septembre, j'ai commencé mon spectacle. Et j'ai une amie à moi qui s'appelle Adèle, qui est ma meilleure amie,
qui fume de temps en temps, elle. Et elle me dit, mais peut-être il faut que tu te détendes. Ça va te détendre. Faut que t'arrêtes d'être aussi angoissé, aussi stressé, je te jure. Je dis, c'est vrai, j'ai pas de vice, tu vois. Je suis vierge, je galoche des petits cums, mais c'est mon maximum, là. Je suis un guili de l'orgasme, moi. Tu vois. Mais il y a un vrai truc où je me dis, ok, faut me trouver un vice là tout de suite. Je veux pas l'alcool, c'est pas mon délire, je crois. Je comprends. Mais la bœuf, ça peut être mon délire, c'est naturel. Tous mes potes fument, mon frère fume, enfin tu vois. Et là, je te jure que c'est vrai. Je suis chez ma belle-sœur, donc la meuf de mon frère, avec ma pote Adèle, et elle me dit, vas-y, prends 2-3 lattes. Je dis, ouais, vas-y. Je fume, et là, ma meilleure amie et Wam, on se dit, waouh, mais en fait, on est des génies, on a fait les meilleurs impros de notre vie. Okay, on faisait que des remakes du flic à Beverly Hills, n'importe quoi. Je pense que si on nous avait filmé, c'était de la merde, mais dans nos têtes, c'est ça. On était des génies. Moi, ça m'arrive d'écrire quand j'ai fumé, et tu crois que tout est drôle, mais en fait, généralement, j'écris W à côté de ce que j'écris pour les relire le lendemain, et je pense qu'il y a une idée sur 10 que je peux garder, quoi. C'est génial, parce que parfois j'ai lu des trucs là en mode là avec un signe W, ce que j'ai lu récemment c'est je suis célibataire et je crois que c'est la meilleure chose au monde, allez vous faire foutre les autres, je sais pas, enfin tu vois, genre, et au moment où j'ai écrit ça, je me souviens d'avoir eu une putain d'idée, et en fait je le lis le lendemain, je dis mais qu'est-ce que t'es triste, c'est tout, quoi. Putain, c'est rama. Et toi dans ta tête t'étais en punchline. Sur le moment j'étais en punchline, sur le moment j'écrivais c'est comme quand tu dors et qu'avant de dormir tu dis attends t'es dans un demi-sommeil, tu l'écris. J'ai lu une note tout à l'heure, j'ai dit mais, et c'est pour mon film en plus, j'ai dit mais n'importe quoi, c'est de la merde, c'est drôle, il y a même pas de... Et non, et du coup j'ai fumé, et après la deuxième fois où j'ai refumé, je me suis dit c'est génial, j'ai adoré, hein. Cool. Moi je pense que tout va être dans l'excès, hein, si je commence à faire quelque chose. Ok, faut pas trop, mais ok. Donc faut pas, et je me suis dit la deuxième fois je kiffe un peu, pareil, bonsoir. Et la troisième fois, qu'est-ce que je commence à faire? Je dis à un pote, ramène-moi de la bœuf, j'ai pas envie de dépendre des gens, il faut que j'en ai chez moi, je veux pas devoir à qui que ce soit de l'argent, des trucs. Il me ramène, il m'enroule un. Et je dis ok, vas-y, je le fume pas seul parce que comme je suis hypochondriaque, il va m'arriver un délire, je vais fermer la clé, je vais mourir, mon corps va pourrir, il va sentir dans l'immeuble. Tu sais, je me fais des films, donc je dis non. Ma meilleure pote arrive le lendemain, elle dort avec quoi? Mais je dis bon, vas-y, je fume, écoute-moi bien. Je pense, j'ai envie de l'appeler pour qu'elle te raconte tellement ce qui s'est passé est fou. Je disais, je ne sentais plus mon corps, ça allait pas. Bad, j'ai fait un bad. Elle m'a sorti dans la cour de l'immeuble, je me suis allongé par terre, nu. Nu, hein. Ok, ça allait pas. Et ça allait pas. Ça allait pas, je chantais. Pourquoi t'as sorti? Il y a la douche avant quand même comme idée. Ouais, mais parce que je voulais pas aller à la douche. Ok. Tu sais, un schlag, hein. Je dis ah non, pas aller à la douche. Je me sens pas bien. Et tu sais, comme je suis hypochondriaque, j'ai commencé à sentir mon corps vibrer. Je dis, je sens chaque organe vibrer comme si on était dans un sex shop d'organes. Je disais n'importe quoi. De la merde. Et j'ai été très très mal. L'effet, il est. En fait, je sais pas si ça te l'a déjà fait, mais moi, c'est la première et dernière fois, donc je ne veux plus. Mais cet effet de bad là. Ouais. Waouh, t'as l'impression que ça dure 8 heures alors qu'en vrai ça a duré. T'avais peut-être trop parce que tu fumes des clopes. Ouais. Et du coup, je pense que t'as tiré comme si tu tirais sur une clope. En fait, tu sais quoi, je l'ai fumé comme une clope. Oui, mais ça c'est une très 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 grosse erreur. Faut faire 2-3 tafs et après tu vois ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça. Très, là, c'est. Ouais, mais je pense que même ce qui m'a ramené, le fait d'avoir acheté, d'avoir voulu m'individualiser en tant que consommatrice de weed pour la 3e fois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était peut-être un peu trop rapide. Je crois que j'ai été trop. J'étais vite en besogne. Oui, t'as sauté quelques étapes. Et du coup, je ne veux plus parce que après, je suis hypochondriaque. Et du coup, ça vient de me faire penser à un truc, c'est que je pense que le taf de Melchior, en fait, c'est de te trouver un vice, quoi. Ouais, c'est ça. Ou toi, hein. Bah, je sais pas, moi j'ai pas de vice en tête là, mais ouais, il faut trouver un vice. Je sais pas, parce que bon, tout ce qui est junk food, ça y est, j'ai assez donné, je pense. C'est pas un vrai vice. Ah, la bouffe, c'est un vice, hein. C'est un vice. Oui, la bouffe en général, junk food, bouffe en général, oui. Mais... Mal bouffer, c'est un vice. Ouais, je vois ce que quand tu veux c'est dire. un extrême. Mais c'est marrant parce que moi j'ai ce côté de vouloir très cadrer. Donc tu vois, je bois très peu. Mais quand j'ai commencé... tu fumes, toi? Ouais, je fume, mais pareil, pas non plus comme un vrai fumeur, tu vois. Genre, en fait, si tu veux, il y a vraiment ce truc de je veux pas que mes vies s'altèrent avec ma vie que j'ai en ce moment. Et par exemple, quand j'ai commencé le stand-up, j'ai pas bu une goutte d'alcool pendant 6 mois parce que je me retrouvais dans des endroits où tu pouvais boire à chaque fois et on avait des verres gratuits en tant que personne qui joue. Et je me suis dit, si tu commences à boire, tu vas boire tous les jours. Donc tu fais attention. Et comme j'ai arrêté complètement pendant 6 mois, maintenant. Tu te cadres vachement. Ouais, j'essaye. Mais ouais, c'est important, je crois. Et du coup, ce qui fait que mes moments où, par exemple, je vais fumer avec un pote, où je vais regarder ou alors je vais aller boire un verre ou je sais pas quoi, et j'ai pas ce truc. J'ai des potes par exemple, dès qu'ils boivent une bière, je sais que c'est la route pour en boire 10 et être défoncé et rentrer chez eux. En général, moi, tous les gens que j'ai dans mon entourage, c'est très rare ceux qui savent se stopper, hein. Après, c'est pas que tes potes, hein. Moi, tous les gens déjà, ils veulent l'ivresse. Enfin, tu vois, mon frère il me disait, moi, Ramzi me disait vraiment, moi, c'est pas l'alcool que j'aime, le goût ne me plaît pas. Ce que je recherche, c'est l'ivresse. C'est ce vrai moment, il me dit s'il y avait des cachets d'ivresse, je me ferais des cachets d'ivresse. Moi, le problème, c'est que cette ivresse, moi, me donne trop de torpeur le lendemain. Ok.
Genre, sur le moment, c'est kiffant, mais le lendemain, c'est à peine kiffant parce que je me rends compte sur le moment en plus, je crois. Enfin, j'ai Ah, vraiment une ok, double ok, partie de mon ok, cerveau. ok. Et Je vois même, je très suis bien. pas un fumeur. Tu vois, par exemple, je parlais à Adrien, par exemple, Arnoux, ou même Paul qui, quand il fume de temps en temps, ou Rémi. Enfin, ça peut être des fumeurs contemplatifs, c'est-à-dire ils écoutent juste de la musique, ils sont dans leur canapé et ils kiffent. Ça, Quoi. c'est charmé, mais. Moi, je peux pas, j'ai pas Ouais, cette ouais, force-là. ouais, Et je vois. je fume. Tu vois, j'ai commencé à fumer tard, mais quand je fume un pétard enfin, de temps en temps, je sais qu'il y a ce côté de. Il faut que ça soit un film ou que je lise un truc ou que mais il faut que je sois occupé parce que je peux pas laisser aller mes pensées dans cet état. Moi c'est ça, je vois très bien ce que tu veux dire, c'est que tu vas aller forcément dans un truc un peu noir. C'est même pas forcément, même si c'est noir, en tout cas trop loin, que ça soit noir ou pas noir, ouais. trop loin, et j'aime pas aller trop loin de cette réalité-là, tu vois. Ok, je comprends. Genre ça me stresse, tu vois, c'est pour ça que je prends pas de trucs chimiques, parce que tous les trucs chimiques, coke, machin, etc., je sais que ça c'est des trucs qui te font penser qu'on... Enfin, ça c'est... Ouais, ouais. Ça, Bon, bref. je suis comme toi, je pense que c'est impossible. Bah toi, hypochondriaque en plus, non c'est impossible. Ouais, j'arrive pas à avaler un cachet, déjà. Alors imagine de la coke. J'en connais des gens qui arrivent pas à avaler de cachet, c'est putain, drôle. Mon frère il y arrivait pas quand il était petit. Et là il y arrive mieux, ouais. Mais pas, je crois moi que ça va mieux là. Mais c'est pas la folie, ma pote elle me filme à chaque fois. Ah ouais? Parce que tu dois boire plein et en fait t'as encore le truc dedans. Et l'eau partout, tu vois, parce que tu te dis il faut un tsunami d'eau pour pouvoir avaler ce gros cachet. Et en fait le cachet il reste tout le temps là, il ressort et je le ressors comme si j'étais en prison, je le montre comme ça, je fais putain. Je l'ai encore. Bon bah écoute, donc on va te trouver un vice, je sais pas quoi, mais ça va être mon nouvel objectif. Oh la médisance c'est un vice, hein. On peut ouais mais faut pas que tu deviennes médisante. Ouais j'ai pas envie, je sais, mais c'est tentant. Non, on va trouver un truc. Ça sera au-delà du podcast, mais on va trouver un truc. Ah, vas-y, je crois que je vais appeler Melchior et le licencier. Je vais te prendre toi. Je préfère vraiment montrer au 4e étage. Déjà, ça me fait mon petit sport de la semaine. Ok. Et j'aime beaucoup ce canapé, donc je pense que je vais revenir te parler. Et puis. Voilà. On va trouver un truc. Puis ouais, Ok, bah j'arrêterai l'épisode sur Melchior qui se fait virer, je pense. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, c'est cool. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut